Ne perdez pas espoir, c'est le message très shonen que Romain vient nous porter à travers son histoire. L'histoire d'un mec perdu qui trouvera son salut dans la BD et pourtant tout cela n'était pas gagné. Il me regarde et puis il me fait « T'as même pas le niveau pour aller dans l'école en classe prépa. » Les mots sont durs, mais pas pour lui. Romain c'est un fonceur, presque aveugle aux signaux extérieurs. Le genre de mec qui travaille sans compter au point de se créer sa propre réalité. Le genre de mec pour qui apprendre à dessiner n'était pas gagné et qui pourtant aujourd'hui a créé une série BD, 2 séries manga, une maison d'édition et aussi un très joli foyer. Bienvenue dans le 26e chapitre de Pain sur la planche. Aujourd'hui, Pain sur la planche a le plaisir de voir son épisode sponsorisé et ce pour la toute première fois. Derrière ce soutien se cache Frakihabara, une plateforme de recrutement spécialisée dans un secteur qui vous parle, celui de la pop culture asiatique. Que ce soit pour le manga, le webtoon ou encore le jeu vidéo, Frakihabara fait le lien entre les passionnés et les entreprises du secteur. On y retrouve déjà les offres de Crunchyroll, Abystyle ou encore Nebo, la maison mère de webtoon. Alors que vous soyez illustrateur, juriste, community manager ou à l'inverse une entreprise du secteur à la recherche de sa future pépite, n'hésitez pas et visitez le site web de Frakihabara, le lien est dans la description. Bonjour Romain. Bonjour Charles. Je te remercie de nous recevoir chez toi. Bah, je t'en prie. Je suis hyper content de t'avoir ici parce que t'as une histoire que je trouve qui est assez atypique. L'histoire d'un mec qui savait pas dessiner et qui pourtant a tout lâché pour aller dessiner. Ça commence comme un shonen, t'as vu? Ça commence comme un shonen et c'est d'ailleurs ce que ton frère m'a dit quand je lui ai demandé un peu des infos sur toi. Mais je pense que la meilleure personne pour raconter ton histoire, c'est toi. Alors je vais te laisser te présenter. Alors du coup, je m'appelle Romain Huet. Alors j'aime pas dire mangaka, moi j'aime bien dire auteur de BD parce que je suis capable de faire et de la BD donc sur du roman graphique mais comme du manga. Je suis éditeur mais on passe là du coup, je pense ça va passer du coup les gens seront au courant. Donc on arrête édition, on repasse en auto-édition voilà avec Anne-Sophie donc ma femme. Quoi dire d'autre, je vais avoir 38 ans le 26 novembre donc je sais pas à quel moment ça va se faire. Ça sort dans une semaine. Donc dans une semaine, donc j'aurai pas encore 38 ans, donc je vais avoir 38 ans. Voilà, et puis voilà, je suis jeune papa, j'ai 2 chiens. Voilà, je vis entouré de livres. Tu vis entouré de livres. Et voilà. et pour toi, l'histoire justement d'auteur de BD, d'auteur de manga, ça commence à 19 ans. Ouais, ça commence à 19 ans. Ça commence. En fait, je suis. Au départ, je suis pas du tout littérature. Je lis très très peu. Le manga, c'est quelque chose que je vois relativement de loin. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait sur Canal et compagnie, il y avait Cowboy Bebop qui passait Vision d'Escaflowne, et c'est des trucs que j'enregistrais. Alors je sais pas, j'avais un attrait au moins pour on va dire ce côté animé. Puis moi mon meilleur ami Laurent qui lui était déjà là-dedans, il regardait Evangelion etc. m'avait filé les cassettes vidéo. Alors pour ceux qui savent pas, les cassettes vidéo c'est des gros trucs noirs qu'on mettait dans des magnétoscopes et tout. Voilà, donc des trucs à l'ancienne. Et je regardais du coup Evangelion avec la première VF qui était vraiment ouf. Ouais. Et j'avais bien aimé, mais ça s'arrête là, tu vois. Je suis un enfant, T'es consommateur. Je suis consommateur. Je suis aussi je suis un môme de la génération Club Do. Ouais. Tu vois, donc vraiment, j'ai bouffé du Dragon Ball, du Nicky Larson. Je connais les génériques par cœur. Bernard Minet, mon idole. Dorothée, ma deuxième mère, tu vois. Donc vraiment, je suis vraiment dans ce truc-là. Par contre, c'est tout, ça s'arrête là. Je suis comme les gens qu'on croise en festival et encore moins que ça, tu vois. J'ai pas de figurines, j'ai pas tout ça, tu vois. Et puis un soir, donc moi je fais de l'électronique, hein, parce que j'ai BTS électro. Voilà, BTS électro, mais après un BEP. en vrai c'est chaotique. J'ai un collège chaotique. À la base, je vais être Géo Club Med. C'est-à-dire que moi, ce que je veux faire, c'est de l'animation. Je veux partir en vacances. Alors j'ai eu cette révélation-là au Sénégal quand j'avais, je crois que c'était en 97, donc je vais avoir 12 ans. On part au Sénégal avec mes parents en club. Et pendant 2 semaines, en fait, j'ai vécu au rythme des animateurs. Et quand je suis revenu, je dis c'est ça que je veux faire dans ma vie. Ouais. Je veux être animateur, je voulais être chef de village et tout, tu vois. Donc j'avais déjà tout ça et ça m'a tenu finalement extrêmement longtemps. Parce que j'ai orienté d'un coup toutes mes études là-dedans. En même temps, j'étais musicien, je faisais du saxophone, donc j'avais un bon niveau. Donc il y avait peut-être aussi un côté un peu professionnel au niveau de la musique. Et puis finalement, je rate complètement mes études. Parce que si on m'avait dit que pour être Géo Club Med, fallait juste aller au Club Med et dire bah voilà, je vais être Géo Club Med, bah je serais devenu Géo Club Med. Mais on m'a dit oui, il faut faire un bac tourisme machin et tout. Bon, bien sûr, pour un môme qui a pas envie d'aller à l'école, bah ça devient tout de suite compliqué. Donc ma seconde générale, je la passe plutôt avec option baby foot. J'aurais eu un bac baby foot, je pense que j'aurais été plutôt pas mal. Mais du coup, je rate ma seconde. Ils me font redoubler. Et au lieu de redoubler, je pense comme tous les mômes des années 90-2000, on retouche notre PlayStation comme des fous furieux. C'est-à-dire que quand on ouvrait, pour les connaisseurs, on ouvrait la PS1, il y avait la lentille,
tourné un petit peu comme ça la vis de la lentille, ça l'a boosté un peu et ça pouvait lire les CD gravés, etc. Bref. Donc on était dans ces trucs-là, tu vois, on avait l'impression d'être des mafieux, on s'échangeait des disques piratés et tout. Et puis si tu veux, mes parents étant au courant de ça, ils disent à la prof principale, oh Romain il retouche la PlayStation. Elle me dit, faut l'emmener en électronique. Évidemment. Bien sûr, l'électronique, un mec qui veut faire du littéraire, qui veut être géoclomène, en faisant un BEP électronique, dans 2 ans il est sorti, il réparera des PlayStation. Moi dans ma tête, je me souviens encore très très bien de l'image que j'avais dans ma tête, je m'imagine dans un magasin avec des PlayStation partout, tu vois, en train de jouer à la PlayStation et retoucher des PlayStation. Bien sûr, je me dis c'est cool si je suis payé pour ça, et j'ai 14-15 ans ou 15 ans peut-être à ce moment-là, je me dis pas si mal finalement ma vie, il y a moyen de moyenner, tu vois. Et donc je pars en BEP électronique. Finalement, t'enchaînes avec un BTF. J'enchaîne 2 ans. Alors, c'est important de rester sur le BEP, en fait, de pas aller trop loin. Parce que pendant le BEP, je suis quand même avec des gens qui sont en décrochage scolaire, quand même, la plupart. Moi, je suis pas en décrochage scolaire. Moi, je suis un môme qui juste s'ennuie à l'école. Donc, je prends énormément de plaisir à faire du français. Et là, je découvre, en fait, à ce moment-là, il y a Sœur des Anneaux qui sort. Donc, je me mets vraiment à la lecture. Le manga est encore très très loin de moi, mais par contre, dans cette année-là, il va se passer un truc assez fou, c'est que je vais avoir ma première rencontre avec le Japon. C'est-à-dire que je vais me balader, je suis à Fréjus, je me balade dans les rues de Fréjus, et il y a une petite boutique, et je tourne la tête et je vois 40 leçons de japonais. Et donc, je sais pas pourquoi, je suis attiré par ce bouquin, j'achète ce livre, et je me mets à étudier le japonais, comme ça, pendant l'été, même le soir, à l'internat et tout, tu vois, j'étudie le japonais. Et puis, de ça va découler finalement toute une passion pour le Japon. Mais pas le manga. C'est-à-dire que je vais me mettre à écouter de la musique japonaise, je vais me mettre surtout à apprendre le japonais, et puis à découvrir Ayumi Hamasaki, qui est une grande chanteuse, une idole japonaise. Et voilà, donc gros fan de Ayumi et tout. Et puis, à ce moment-là, en même temps, vient finalement cette première vague de manga, avec le fansub qui débarque, Naruto, enfin vraiment, toi, je me souviens du premier épisode de Naruto. On est début des années 2000. On est au tout début 2000. Il y a le premier épisode de Naruto qui débarque en fansub, avec Laurent, donc mon meilleur ami. Vous allez souvent entendre parler de Laurent, il revient régulièrement. Donc avec Lolo, on est comme des dingues, on apprend les gestes de Kakashi et tout, tu vois. Enfin, moi on a 18-19 ans, donc on est des dingues, hein. Et puis la musique, tout va bien. Et Game One, du coup, lui s'empare aussi de ça et va nous balancer de la série en VO, donc VOST, et dont Lovina. Et en fait, là tu tombes amoureux. Et là c'est un truc de ouf. Moi, du coup, Lovina arrive. Allez, je dois peut-être 3 ans après mon BEP, parce que c'est ça, je suis en première ou en terminale. Non, je suis en première. Donc c'est ça. Donc j'ai mes 2 années de BEP qui passent, où là je suis à fond Japon et tout, et j'arrive en première et je découvre Lovina. Donc moi, d'un coup, en plus du Japon, il y a le manga qui arrive, et avec Lovina. Et Lovina, je sais pas pourquoi, j'arrive en plus sur la fin de la saison, il reste 3 épisodes, mais je suis immédiatement attiré. Et tu vas voir Laurent. Et je vais voir Lolo. Et Lolo, je lui dis, mon Lolo, est-ce que tu crois qu'on peut trouver ça en livre? Puis lui, il a déjà les fly, il a les City Hunter, il a tout ça, lui il est un peu dans le truc, et il me dit écoute, on va aller au magasin de manga, on va voir. Et on descend dans un magasin qui s'appelait Arcadia à Aix-en-Provence, et donc c'est vraiment c'est la cave, tu vois. Et il y a un mec avec des cheveux longs qui est là, et le mec il avait un peu cette voix enrouée comme ça, tu vois, un peu genre vraiment dans les clichés, il te vend du crack, toi, le mec, vraiment, tu vois. Et donc du coup je lui dis voilà, est-ce que vous avez les tomes de Lovina? Il me dit ouais, j'ai les 7 premiers, tu en veux combien? Je dis j'en veux 2. Et il me donne les 2 premiers. Voilà, qui sont d'ailleurs assez particuliers parce que les 2 premiers ont pas le même logo. Ouais, ils ont une typo différente. Ils ont une typo différente. Et du coup, c'est comme ça, quand je faisais le jeu et que je vois tout de suite les 2 premiers. Et voilà, je rentre le soir à la maison, je lis les 2 tomes de Lovina, je les lis 3 fois d'affilée. Et j'en avais les larmes aux yeux, en fait, vraiment. C'est d'un coup, c'était une révélation mystique. C'est-à-dire que tous mes doutes, tous mes trucs dans ma vie qui n'allaient pas exactement, qu'est-ce que j'allais faire? Je me voyais pas faire d'électronique. De toute façon, j'étais conscient de ça. J'y étais comme on aurait pu me mettre ailleurs, quoi. Tu vois, je n'avais aucune envie de faire ça dans ma vie, mais j'étais là parce que j'étais là. Et là, d'un coup, il y a tout qui s'éclaire et je me dis c'est ça que je dois faire. Et le lendemain, ma décision est prise. Je vais voir mes parents, je leur explique que de toute façon, j'arrête le manga, enfin que j'arrête l'électronique, je me mets dans le manga, et que je vais faire du dessin, que je vais faire de la BD, etc. À ce moment-là, t'es en BTS? Ouais, non, pas du tout. Là, je suis en première. BEP. Je suis en première, donc, non, je suis en première, parce qu'après le BEP,
Moi, je suis arrivé, j'ai pas eu de peau, je suis arrivé dans toutes les réformes de BEP, de bac, etc. Ok. BEP électronique, je fais ma deuxième année, réforme, il ne compte plus. J'arrive en bac électronique, donc le bac STI, il ne compte plus, faut aller en BTS, etc. Il y a un moment où vous pétez les plombs. Moi, à la base, on m'avait annoncé, on m'avait vendu 2 ans de travail, tu vois. 2 ans d'école, et après, je devenais cool. Et, Cool, ok. Tu jouais à la PlayStation. et après, je jouais à la dans le PlayStation. magasin. Donc non, là, je commence à faire de la physique machin avec des pages de calcul et tout. Vraiment, je m'ennuie, mais à un niveau intersidéral. Je suis pas là pour ça, quoi. Et donc du coup, je fais quand même ma première, que j'ai plus ou moins bien, avec du coup cette envie de manga. Je me mets à dessiner, mais dessiner comme un môme de 15 ans qui se met à dessiner dans ses coins de page, quoi. Puis ensuite, je passe en bac. Là on déménage. J'arrive du coup du côté de Bourges. Et là, je suis à l'internat. Et à l'internat, je vais rencontrer 2 personnes. Un qui s'appelle Dominique et l'autre je me souviens plus comment il s'appelait, et qui étaient des gros fans de manga, mais vraiment les vrais geeks, tu vois. Et avec eux, en fait, eux ils dessinaient tout le temps. Et du coup je vais me mettre à dessiner avec eux et je vais trouver ça cool de dessiner. Et donc là je vais progresser. Là, tu prends goût au dessin. Et ouais, et là je commence vraiment à m'y coller. Et je recopie Akamatsu, mais je crois que toutes les pages chapitres de Lovina ont été recopiées. Voilà. Et qui me servira d'ailleurs à mon book plus tard pour Pivot. Et c'est vrai que là je suis au taquet. Je vends tout ce que j'ai. Tout ce qu'il y a dans ma chambre est vendu pour avoir de l'argent et racheter des mangas et tout. Je commence à faire une belle collection. Je bosse l'été. Donc je fais des boulots chez Flunch et tout. On va dire 80% de ma paye elle part dans les mangas. Donc là j'y vais. Ah ouais, t'es vraiment à fond, on y va à fond dedans là. Les animés, je bouffe de tout. Et puis je sais que je veux en faire mon métier. Donc je bouffe aussi du franco-belge. C'est-à-dire que je me mets à acheter des trucs que j'achetais pas avant, et juste pour le quand tu dis, le tu dessin. sais que tu veux en faire ton métier, dans ta tête, c'était comment tu visualisais ce métier? Mais j'avais aucune visualisation. Okay. Non mais je pourrais même pas te dire, quand je dis je vais en faire mon métier, je n'ai aucune conscience de ce qu'est l'édition, je n'ai aucune conscience de ce qu'est l'impression, je n'ai aucune conscience de rien. Donc d'ailleurs quand je dis à mes parents, oh tiens, il y a un festival BD qui s'appelle Bulberry à Bourges, on est genre 2 mois avant. Tu vois, je dis moi je vais me mettre à dessiner, je vais faire une BD, je vais aller la vendre à Bulberry dans 2 mois. Et je suis inconscient à ce moment-là. D'ailleurs, si j'avais été conscient rien qu'une fois, en réalité, j'aurais jamais fait ce métier. Ouais. Il y a un moment où mon esprit l'a déconnecté. C'est là où je parle d'un truc presque mystique. C'est-à-dire qu'il y avait plus de conscience dans ce que je faisais. T'as vraiment une tête dans le guidon, en fait. T'ignorais tous les signaux extérieurs. Rien ne m'arrêtait. Ouais. Rien ne m'arrêtait. J'étais sourd à tout ce qu'on me disait. J'étais sourd à ce qu'on me disait de mon niveau. J'étais aveugle de mon propre niveau. Et heureusement, en vrai. Heureusement. C'est là où je parle vraiment d'un chemin. Tu vois, je pouvais pas faire autre chose que ça. Et puis, donc je sais plus où on en était. En tout cas, je suis en bac, je suis avec ces 2 mecs-là, j'achète beaucoup. Tu mets tout ton argent dans les mangas, voilà, etc., j'achète du manga et tout. Et puis, j'ai mon bac. Ouais. Voilà, je le dis pour ceux qui vont passer le bac, faites du sport. 18 en sport m'a sauvé. Voilà, donc j'ai eu le bac à 10,30, je crois, un truc comme ça. Ras des pâquerettes. Donc, ras des pâquerettes. Mais j'ai mon bac. Réforme du bac. BTS. Et là, erreur ou pas erreur, mes parents me prennent une chambre chez l'habitant. Ok. Et je ne vais plus en cours. Ok. Voilà, je ne suis plus soumis finalement à l'internat. Et BTS électro, tu vas plus en cours? Non, je suis allé 2 mois. En plus, il y a eu les grandes grèves du CPE, donc était un truc à l'époque, je sais plus, on appelait ça les élèves chaussettes et tout. Je pourrais pas te dire ce que c'était, je m'en foutais. Tout ce que je savais, c'est que je dessinais énormément à ce moment-là parce que je faisais des caricatures. J'aimais beaucoup les caricatures de journaux. À l'époque, j'étais très politisé et donc j'achetais tous les Canards enchaînés, les Charlie Hebdo. Je faisais des dessins de presse et tout, tu vois. Et là, j'avais fait un dessin de presse pour le CPE, j'avais été mis dans le journal et tout. Donc j'étais vachement content, j'étais fier. Et puis je me mets à travailler finalement vachement tout ce qui est BD et tout, tu vois. Mais je reste dans ma petite chambre. Ouais, en fait, t'es chez l'habitant, tu fais tes dessins, c'est tu vas pas en cours. Je vais pas en cours. Okay. Et je fais un stage de fin d'année. Parce qu'il sera l'élément déclencheur. Qui sera l'élément déclencheur, effectivement, avec ce fameux stage où là, quand t'es dans l'électronique, t'as pas 30 000 stages, quoi. Tu répares des télés, des PC. Donc, pour moi, rien d'extraordinaire. Et il y a une petite nana qui débarque, qui a une petite 20aine d'années. Elle pose son PC et elle dit au patron, il marche pas trop mon PC et tout. Alors, le mec, il remplit la fiche et tout. Il emmène le PC dans l'atelier derrière et le mec qui s'occupait de moi dit, allez, viens, on va regarder si on voit des photos d'elle à poil. Et là, j'ai fait pop, pop, pop. Tu sais, dans ma tête, ça fait tounk, c'est fini.
Là, à ce moment-là, j'ai dit c'est mort. Donc, c'était un midi. Je pourrais plus vous dire quel jour c'était. Je crois de mémoire, c'était un mardi. Mais et là, je dis au revoir à mon patron. Je sais que je reviendrai plus jamais. Puis je rentre à la maison. J'ai mes parents que j'arrête. Voilà, que je reviendrai plus jamais non plus à l'école. Et puis j'appelle l'école dans la foulée. Voilà. Donc là, on rentre dans une crise familiale. Parce les que parents, forcément, ils sont pas d'accord parce que alors, ce que t'expliques dans une interview que j'ai pu voir, c'est que tes parents, ils sont un peu un côté artiste, etc. Ouais. Mais ils se sont détachés de ça pour aller sur des chemins plus classiques et on va dire avancer socialement. C'est ça. Mon père surtout. En fait, moi, côté paternel, c'est la musique. On est énormément dans la musique. Alors, si j'ai pas de conneries, je crois que mon grand-père était clown, mon grand-père était clown, mon père il a été clown. Ils ont été, mon grand-père et mon père, ils ont été musiciens au Club Med. Tu sais, ils passent de case en case. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Voilà, donc ils ont fait ça. Ils faisaient la manche dans les rues de Paris. Parce qu'à l'époque, faire la manche, c'était pas quand tu manquais d'argent. C'était tu venais avec ton groupe, tu te mettais au pied de Montmartre, au pied de Montparnasse et tu jouais. Et les gens te filaient de la thune et tout. Tu vois, c'était vraiment les années 70-80. Et donc mon grand-père, lui, était un saxophoniste incroyable. Il avait un magasin très connu à Paris qui s'appelait Ménétrier, qui gravitait autour tous les mecs de la ZIC de Paris, les Higelin et compagnie. C'était des amis de mon grand-père et tout. Donc moi j'ai vécu même, j'ai des souvenirs de mon enfance où j'ai des gars dans le salon qui viennent jouer de l'accordéon, du piano, mon père à la guitare. Très festif, très bœuf, très musique de l'époque, quoi, tu vois. Enfin, mon père, il a été commercial dans la musique pendant des années. Il a des anecdotes où il est allé chez Johnny, chez Goldman et tout, tu vois. Voilà, moi j'ai vécu comme ça toute mon enfance, mais mon père, lui, c'est un dingue d'imitation et dans l'histoire, il a été approché dans les années 80 par l'impresario de Patrick Sébastien pour lui dire tiens Fred, moi je te lance sur les planches et tout, et mon père n'a pas osé. Moi j'étais né, j'étais tout jeune, et il est plutôt parti sur quelque chose finalement des métiers plutôt classiques, commercial en l'occurrence. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a, peut-être que je parle pour lui, mais je pense que c'est toujours quelque chose qu'il a un peu regretté. Un jour on en avait discuté d'ailleurs, il m'avait dit que voilà, s'il avait un regret dans sa vie, c'est de pas l'avoir fait, tu vois. Et puis finalement, après, moi, c'est pas une décision facile à prendre. Ah non, bien sûr, mais moi j'arrive là à 20 piges et je casse tous les codes, quoi. Et justement, je fais ce que peut-être lui n'a jamais voulu faire. C'est que tu dis OK, alors que lui il avait l'opportunité, lui il avait quasiment les clés en main, et il les a pas pris. C'est ça, alors que moi j'avais aucune clé. Moi je débarque avec ma bite et mon couteau avec aucun talent. Parce qu'il faut les voir, hein, les planches de l'époque. Ouais. Puis moi j'en ai une là, j'en ai une qui est encadrée au-dessus de mon bureau pour tu sais, c'est toujours quand tu sais plus où tu vas, oublie pas d'où tu viens. Et c'est vrai que moi j'arrive vraiment avec rien, quoi. Et je pense que mon père a eu peur. Mon père s'est dit attends, c'est quand même des métiers galères. On est dans un monde galère. Moins maintenant d'ailleurs, hein, parce que à l'époque c'était quand même plus cool que maintenant. Mais malgré tout, mais quand même il y avait ce truc-là. Et je crois qu'il a eu peur. Et on s'est frité du coup. On s'est frité fort. C'est vraiment été ça a été deux personnes qui s'opposaient, moi pour un rêve que j'avais et qui était de toute façon un truc que je pouvais pas faire autre chose que ça, et mon père, je pense qu'il nous refusait pour je ne sais quelle raison propre à lui, propre peut-être à son passé et tout, et voilà, mais je suis quand même parti. T'es quand même parti, mais faut aussi rajouter que à ce moment-là t'étais une personne aussi qui vivait des lubies un peu. Ouais, moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, enfin qui est très extrême. Et c'est éphémère, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi qui les inquiétait. Bien sûr, ils ont toujours pensé d'ailleurs, pendant très longtemps, ils ont pensé que c'était une lubie. Le dessin. Tu vois, ouais. Maintenant, ça fait combien de temps ? Maintenant, ça va faire 20 ans. Ouais. Tu vois, donc c'est une longue lubie maintenant. Et mais c'est vrai que non, ouais, on se retrouve en fait avec et mes parents, ils se retrouvent avec un gamin qui est très extrême dans tout. Ouais. Voilà, on pourrait pas dire bipolaire parce que je suis pas bipolaire, mais gamin, je passais du rire aux larmes. J'étais extrême dans tout ce que je faisais, c'était jamais en demi-mesure, ça a toujours été catastrophique. C'est-à-dire que si je fais du vélo, faut que j'aille le plus vite, si je fais des choses, faut que je sois toujours au taquet, et pareil dans le côté négatif. C'est-à-dire que quand je suis en colère, je suis très en colère, quand je suis il y a des gens, ils vont être déprimés. Le gris n'existe pas. Non, c'est ça. Moi, je suis, tu vois, c'est pas que je suis un peu déprimé. Moi, je fais une dépression. C'est des micro-dépressions que je fais. C'est-à-dire, je me lève plus du lit pendant une journée. Tu vois, je vois tout en noir, je vois mon suicide. Enfin, tu vois, vraiment, dans ma tête, c'est comme ça. Et ça tourne tout le temps comme ça.
Voilà, donc ça se canalise maintenant que je grandis, j'ai des clés pour calmer un peu tout ça. Tu te comprends mieux. Mais ouais, je peux comprendre déjà parce qu'il y a eu des thérapies derrière, voilà. Mais et qu'il fallait me comprendre quoi. Et puis il fallait que je comprenne comment je fonctionnais. Et c'est ce qui a merdé d'ailleurs à l'école. Hein. Je pense que maintenant, quand je vois des reportages sur des écoles HPI, etc., ou pour les mômes qui sont un peu différents, c'est typiquement des écoles dans lesquelles j'aurais dû être. Ouais. Moi, tu me mets sur une table, si j'ai pas 30 000 trucs à faire, je vais m'ennuyer, donc je ne vais rien faire. Tu vois, et du coup, j'étais considéré comme mauvais élève. Alors qu'en réalité, j'ai une capacité de concentration qui est quand même assez forte, mais j'ai besoin d'avoir plein de trucs. Je peux pas juste dessiner. Faut que je dessine en écoutant la musique, en faisant des trucs à côté, en ayant pas de trucs en tête. Sur différents c'est ça. Sinon, j'avance jamais. Voilà. Donc, en tout cas, tout ça pour dire de la lubie. Tes parents sont inquiets. Mes parents sont inquiets, mais je pars. Mais tu pars du. Je pars. J'ai une petite amie à ce moment-là qui elle habite Nantes, qui fait une école de cinéma et qui me dit ah bah tiens, dans mon école de cinéma il y a une option BD. Bah qu'à cela ne tienne, je m'en vais. Ouais. Voilà. Et là je pars. La condition pour partir, elle est j'ai 1 mois pour trouver un appart et un CDI. Okay. Le CDI je bosse pendant 1 an en CDI pour mettre de l'argent de côté et pour payer l'école. Mais discussion pas facile. Mais discussion pas facile. Ouais. Mais voilà, ma mère fait quand même tampon avec mon père. Mon père, on en vient même presque, enfin pas presque, on en vient aux mains et tout. Enfin, c'est vraiment compliqué. On est sur des mauvais bails, comme on pourrait dire maintenant. Et puis bon, je pars fâché avec mon père. Ma mère fait tampon et en fait, en l'espace d'une semaine, arrivé à Nantes, je trouve l'appart en 3 jours. Ouais. Voilà, et je réponds à une annonce pour travailler chez Weldom. Ouais. Voilà, et vendre du coup des outillages. Et là, j'y vais au culot. Il fallait passer par une boîte de pas d'intérim, mais tu sais, de recrutement. Mais moi, je vais directement au magasin. J'arrive à trouver en fait l'adresse du magasin. J'y vais, je me fais avec mon petit costard, mon machin. Je vois un monsieur qui s'appelle Monsieur Robin, et je lui dis bonjour monsieur. Voilà, je viens répondre à l'annonce. Et il me dit, en fait, c'est pas avec moi qu'il faut voir ça, c'est avec le recruteur et tout. Je dis ouais, mais moi, je vais en direct. Voilà. Et en fait, ça l'a tilté. Et puis du coup je passais par le recruteur, mais le recruteur c'était une formalité en réalité, donc j'ai été pris. Le seul truc que je regrette avec monsieur et madame Robin, qui ont quand même été hyper bienveillants avec moi, c'est que je leur ai menti en fait. C'est que eux ils voulaient partir à la retraite, ils voulaient avoir un jeune qui reprenne Weldom, et moi j'ai vendu du rêve. J'étais là pour Weldom. Weldom était ma vie, tu vois, grosso merdo, et j'ai eu le boulot. Et je savais pertinemment que j'allais y rester 1 an. En tout cas, voilà, je fais mon 1 an. Et puis un soir, on était... donc ça doit être courant janvier ou février. Parce que moi, je suis arrivé au mois de septembre, du coup, à Nantes. Courant janvier-février, je suis en soirée. Non, c'est avant, parce qu'on s'était déjà séparés avec ma copine. Donc ça devait être plutôt novembre alors. Et on fait une soirée chez elle. Il y a tous ses potes de cinéma qui sont là. Il y a un mec qui vient. Je me souviens bien de sa tête. Il est barbu, il a des lunettes rondes et tout, tu vois. Et moi, il me fait, c'est toi qui veux faire de la BD? Et je dis, ouais. Et il me dit, il faut pas que tu fasses l'école de ta copine. Il faut que tu ailles à l'école pivot. Il me dit, il faut que tu te dépêches parce qu'ils vont bientôt arrêter les candidatures. Et là, le mec se barre. Et je ne sais pas qui c'est, ce mec-là. Il me dit juste qu'il y a l'école pivot à Nantes et que ça me coûtera moins cher en plus. Et c'est un envoyé, c'est un messager. C'est un messager. Le mec est là, il a posé son info, il se barre, je sais pas qui c'est, je le reverrai plus jamais. Et le lendemain, je vais sur internet, je regarde l'école pivot qui est à 300 mètres de chez moi. Voilà. Parfait. Qui est 2 fois moins cher que l'école que je devais faire. Parfait. Et effectivement, qui est bientôt sur la fin des candidatures. Donc j'appelle et on me dit qu'il faut préparer un book. Mais moi, un book, je sais pas ce que c'est un putain de book. Donc je demande, elle me dit vous mettez vos meilleurs dessins et tout. Bon, ok. Donc j'achète un book qui est du coup un gros classeur avec des trucs autocollants. Je mets mes dessins dedans, donc tout ce que j'avais recopié de Lovina, etc. Vas-y, j'enquille. Et puis bon, j'avais fait un peu des pages de BD, tout ça, parce que j'aimais bien Kid Paddle et tout, donc à une certaine époque. Donc je faisais les premières poids, c'est ça s'appelait basket de rue, tu vois, pour d'ailleurs c'était avant foot de rue de mémoire, donc ouais, ça s'appelait basket de rue. J'avais inventé un personnage qui s'appelait Ça tue la mort, et c'est vrai qu'il y avait un frère qui s'appelait Ça pue la mort. Voilà, c'était vraiment de l'humour moyen, mais c'était du gag en strip, quoi, une gag par page. Voilà, et je mets tout ça dans mon petit dossier.
Et je me pointe chez à Pivot le jour où j'étais convoqué. Et Monsieur Pivot, c'est un homme qui a des cheveux gris comme ça, des lunettes violettes, une barbe très carrée. C'est un monsieur qui fait de l'art contemporain, tu vois, et puis qui a une certaine prestance quand même, tu vois. Il est pas très grand, mais il impose un peu, tu vois. C'est un mec, tu dis, je vais pas faire le malin quand même face à lui, tu vois. Et puis il a un truc avec ses chaussures, il a des chaussures rouges ou vertes. La légende raconte que quand il a les chaussures rouges, faut pas lui parler parce qu'il est de mauvaise humeur. Et quand il a les vertes, c'est qu'il est de bonne humeur. Voilà. Et puis c'est quelqu'un qui travaille sur la psychologie de la couleur. Donc en fait, il va te dire, bah voilà, si tu mets du bleu, ça va donner tel type d'émotion, l'orange tel type d'émotion, etc. Et puis bah du coup, moi je passe devant lui, on est dans son bureau, il check un peu mon book comme ça, et ça a peut-être duré 10 minutes, un quart d'heure. Il y a pas un bruit. Et ça, c'est flippant, tu vois. Le mec, il est là comme ça. Toi, t'es en tension. Bah ouais, toi, t'es là comme ça, t'as un peu les tremblotes, quoi, tu vois. Tu fais, ouh, putain. Le mec, il regarde comme ça. Et puis, il referme mon book. Tout doucement, comme ça. Il met un temps d'arrêt. Il me regarde, et puis il me fait, t'as même pas le niveau pour aller dans l'école, en classe prépa. Oh, putain. Et là, je me dis, fais chier, quand même. Tu vois. Dans ma tête, bon, là, je prends une petite claque. Mais, encore une fois, l'inconscience, tu vois. La folie, presque. Je regarde Monsieur Pivot et je lui dis, vous savez, monsieur, ça fait 1 an que je travaille chez Weldom. J'ai de l'argent de côté. Je peux vous payer 2 années cash tout de suite. Ouais. Et il me regarde et puis il me fait, les inscriptions sont dans le bureau d'à côté. Et là. Tout pour l'argent. Et en fait, non, pas tout pour l'argent. En réalité, bien sûr qu'il avait rien, il courait pas après moi. Si moi je disais non, il en avait un autre qui débarquait. Il y avait pas de problème. Mais en fait, je pense qu'il a juste vu la détermination du gars, quoi. J'aimerais savoir combien d'élèves lui ont dit dans son bureau le jour de la convocation, si vous voulez, je vous paye 2 années cash, quoi, pour entrer dans votre école, tu vois. Et il a vu ça, je pense. Il a vu cette détermination et je pense que c'est ce que verront les profs d'ailleurs, malgré mon niveau tout pourri. Ils verront cette détermination au travers des 4 ans que je vais faire, qui sont 4 ans où je suis dernier de la classe, pas à peu de choses près. Moi je suis en concurrence avec des mecs qui vont dessiner, donc moi ce que j'appelle travailler depuis qu'ils ont 5, 6, 7 ans. Ouais, c'est ça. Donc ils débarquent avec des fois 10, 12 ans de travail derrière eux. Moi je débarque avec, j'ai peut-être 22 ans, un truc comme ça, donc on va dire j'ai 3 ans, 2 ans vraiment de dessin. Voilà, et puis du dessin d'amateur, hein, vraiment. Moi, je dessine sur des bouts de post-it ou sur les coins de mes cours. Ou voilà, j'ai pas de méthode de travail, je n'ai pas une culture je sais pas. Et on me parle de Loisel à l'époque, je sais même pas qui est Loisel, quoi. T'as pas tu fait vois. de cours d'anatomie. Rien. Moi, je débarque avec que dalle. Donc c'est comme si d'un coup on avait un mec qui voulait rentrer dans une école de musique et qui avait jamais fait de solfège, tu vois. Et bah voilà, moi je suis le mec qui rentre sans avoir fait de solfège. Et qui fait de la guitare de plage, quoi. Tu vois, qui joue Ben Mazué à la plage pour draguer les filles. Voilà, et encore qui joue mal. Bah moi j'étais ce mec-là. Et donc forcément, la prépa, on est 92 de mémoire. Je suis retombé d'ailleurs il y a pas si longtemps, il me fallait que je prenne mon diplôme de pivot et je suis retombé sur toutes mes notes. Et effectivement, je suis 89e sur 92 au premier trimestre de la prépa. Et ça va durer et ça va durer toute la ça va durer toute la prépa. En fin de prépa, j'ai un moment où je capte quelque chose. Donc, et du coup, il y a certaines notes qui sont boostées. Donc là, je passe en tronc commun. Donc le tronc commun, c'est là où on est vraiment, t'as les mecs de prépa, donc qui étaient les moins bons, les mecs, les cracks qui débarquent directement sur cette année-là. Et là, rebelote. Avant-dernier. La classique. Et quand tu arrives en 3e trimestre, il faut faire un choix de ce que tu veux faire. Spécialisation en 2e année. Exactement. Donc, ta 2e et 3e année de spé. Moi, j'étais en art narratif, donc dessin animé, illustration, BD. Je note BD. Voilà. Je me fous du reste. J'ai pas envie d'être illustrateur, j'ai pas envie d'être animateur, ça m'intéresse pas. Je vais faire de la BD. Mais c'est comme sur un concours type médecine où c'est les premiers qui choisissent. Exactement. Et les derniers, ils sont laissés donc, du coup, quand tu calcules qu'il y a 25 places en anime, qu'il y a grosso modo 25 places en BD et qu'il y a 30 places en illustration, tu te rends compte que finalement toi t'es après tout ça, tu vois, et puis bien après, tu vois, donc tu dis c'est mort en fait. Ah oui, en gros parce que vous étiez 90 mais globalement pour l'année 2e année il y en avait 70. Mais il y a 70 de prix. Ouais. Donc t'en as 30 qui vont soit dégager, soit qui vont être replacés donc en art appliqué sur des filières où il y a toujours de la place, le graphisme, le web design, le machin. Tout ce qui est narration. Bien sûr. Et toi tu veux faire que de la BD. Je veux faire que de la BD. Okay. Et donc, je me souviendrai toujours de cette phrase de mon prof qui s'appelle Marc Chalmé, qui est mon prof d'anatomie, qui était, je crois, d'ailleurs, notre référent principal pour notre année de tronc commun. Un jour, on est en U. Donc, on est quasiment toute la classe. Il y
Il y a genre 70 pélos là qui sont mis d'une nana à poil au milieu de nous. Tout le monde dessine, c'est plus ou moins bien. La mienne ressemble à Quasimodo. Voilà. Et encore Quasimodo, mais version fait dans le noir sur les toilettes. Tu vois. Et là, je me dis, il y a un problème. Ouais. Là, je me rends compte vraiment de la différence de niveau entre moi et mes collègues. Et là, je suis vraiment loin. Et je vais voir mon prof et je lui dis, c'est mort en fait là pour moi. J'y sais rincé. Ouais. Et il me dit, vous savez, monsieur Huet, je suis pas inquiet pour vous. Faut pas vous inquiéter, vous passerez. Et il me laisse comme ça. Toi, t'es perplexe. Ah bah perplexe, c'est le mot, hein. Ça, perplexe, c'est le mot. Mais aucun signe. moi, j'ai rien qui va hein, à ce moment-là. Donc du coup, donc mon année se passe, je reçois le résultat et je suis pris en BD. Ok. Mais c'est ce que tu dis, c'est sûrement la détermination. C'est ça. Je lâche rien. Je suis un fou furieux. Puis tu sais, les profs sont au courant aussi hein, de mon rythme de vie. Moi, je travaille le soir. Je suis babysitter. C'est-à-dire que il y a des cours qui se terminent un peu trop tard, que je suis obligé de quitter un peu trop plus tôt pour aller chercher le gamin à l'école. Avant de te mettre sur les projets, mais c'est comme tu dis, enfin, c'est une école d'art, c'est pas tu passes 20 minutes à faire un exercice, non. Ah non, c'est des heures et des heures. Bien sûr. Ils savent tout ça. Ils savent que le samedi, toute la journée, je garde un gamin. Ils savent que tous les soirs, je suis en garderie. Il s'appelle Hugo, le petit. Je vais donc chercher le petit Hugo, je vais le chercher à la garderie, sa mère elle rentre il est 19h, 19h30, le temps de rentrer chez moi il est 20h, le temps de manger 20h30, 21h, 2h du matin je suis au boulot. Ouais. Et le lendemain tu enchaînes, le vendredi pas de soirée, parce que le lendemain à 8h, je suis au garde à vous quoi. Et j'ai un petit à m'occuper, qui a 3 ans. Donc un môme de 3 ans, tu t'as pas le temps de faire tes peintures, tes machins. Donc je bosse du coup le samedi la nuit, le dimanche. Enfin, tu t'arrêtes jamais quoi. Puis l'été, il faut que je bosse. Tu vois, moi mes parents ils m'ont dit tu bosses pas l'été, c'est fini. Hein. Donc les 2 mois, c'est 2 mois de travail. Mais ils t'ont inculqué ça, tu vois. Ouais, j'ai eu ce truc du travail. Mais attention, Pivot m'a inculqué le travail. Ouais. Pivot m'a demandé tellement de boulot que du coup, j'ai gardé ce rythme. Puis on reviendra après, mais j'ai rencontré Phil Brionnes, qui lui est un acharné de travail, qui va me donner une deuxième. Ça arrive en deuxième année. Ouais, ça arrive sur ma deuxième année. Déjà, fin de première année, on a un diplôme. Bon, ça se passe pas très bien, tout ça. Là, j'épargne des trucs parce qu'après je deviens méchant envers mes anciens collègues. Mais en vrai, l'école Pivot nous fait rater notre. Enfin, entre guillemets, il nous passe très rapidement, la moitié de la classe ne passe pas. C'est ce que tu racontes, hein, c'est que c'est un dossier qui prend plusieurs mois et ils sont examinés en 10 minutes. Et moi, ils m'ont fait passer en 10 minutes. Donc, autant vous dire que ça l'a pas fait du tout, quoi. Moi, tu me fais déjà, pour une école qui me coûte 4000 balles l'année et pour 2 mois et demi de travail, tu me passes pas en 10 minutes. Ouais. Tu vois, tu respectes ce que je fais. Et là, ils m'ont pas respecté. Le jury, les profs, tout, ils ont pas respecté. Donc, ça m'a cassé les couilles. Pourtant, t'as été pris. Oui, mais peu importe, c'est l'éthique en fait, c'est par principe. Donc si tu veux, effectivement, quand je vais chercher mon résultat, on me dit bah t'es pris, et j'ai un de mes potes, Rudy Lespinet, donc on appelle Lulu, et moi tout le monde savait que j'appelle Lulu, donc j'ai dit mais Lulu il est où? Il dit bah il est pas pris. J'ai commencé à Lulu il est pas pris. À quel moment Lulu il est pas pris? J'ai dit c'est pas possible. J'ai dit il a fait sa couverture de BD, il l'a fait en traditionnel. Il a eu 0. Mais on met pas 0, même par principe, tu mets 1. Ouais. Tu vois, et là, je dis, il y a un problème. Donc, du coup, je commence à gueuler. Et comment ils avaient justifié ce 0 Je sais pas. Je sais pas, parce que moi, j'étais juste face à la secrétaire qui me dit, je suis désolé, Romain. Elle moi, je sais pas. Et elle me dit, il faut en parler à monsieur Pivot. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis levé et je suis allé toper au bureau de Pivot, quoi. Ouais. Et là, j'ai gueulé. Ça a duré 45 minutes. Et j'ai gueulé après monsieur Pivot. Au moins, comme ça, c'était vite vu. Et je me suis dit, mais vous vous rendez pas compte, on est client, quoi. Vous n'allez pas nous traiter comme ça et tout. Et il écoute, hein. Il écoute, on s'engueule d'ailleurs, hein, mais je m'en fous. Je sais que j'ai raison. Et donc, du coup, je le vois prendre son téléphone. Il appelle, du coup, Cathy Baignon, qui était la secrétaire, qui était à côté. Et il fait Cathy. Et il dit, tu annules toutes les notes des des premières BD, là. Ils ont jusque septembre pour refaire. Et au mois de septembre, ils repassent leur examen. Il raccroche, il me dit, t'es content? Et je dis, je suis très content, merci monsieur. Et là, je lui dis, bonnes vacances. Ouais. Et je m'en vais pour mes vacances. Et du coup, j'ai quand même craché sur mes collègues. Tiens-toi bien. C'est-à-dire que je fais ça. C'est-à-dire que les mecs qui ne passent pas, 50% de la classe, hein, ok, du coup, reçoivent un mail pour leur dire, vos notes sont annulées, vous repassez. 45 minutes par personne. Obligatoire. Pas besoin de retoucher le dossier, hein.
Tu peux laisser où t'en es et tout, tu vois. Il y avait pas de travail forcément à refournir. Simplement, voilà, si tu veux l'améliorer, tu peux l'améliorer pendant l'été et tout. Les mecs, ils ont fait un groupe Facebook en privé pour me défoncer. En disant que je me prenais pour Superman, etc., tu vois. Alors que simplement, ils auraient claqué genre 3 années à 4000 balles pour être dégagés en ayant zéro sur des trucs. Et ces gens-là, ils m'ont insulté et j'ai été presque mis au banc de cette classe à cause de ça. C'est ouf. Et là, tu dis, c'est lunaire. Voilà, c'est lunaire. Bon, à la fois, je veux dire, pour 80% d'entre eux, maintenant, ils sont vendeurs chez Zara, donc si tu veux, voilà, c'est comme ça. Tu vois, il y a un moment, le boomerang, il revient forcément dans la gueule. Hein. C'est quand t'as pas envie moi, je suis un mec qui ne vise que par le travail. Quand t'as pas envie de bosser, quand tu donnes pas l'énergie pour travailler, il y a un moment, la vie répond. Et malheureusement, la vie a répondu pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, j'étais droit dans mes bottes. Au contraire, moi, j'ai vraiment agi en disant, il y a un truc qui est pas normal. On peut pas ne pas faire passer déjà 50% des élèves qui viennent de claquer 12 000 balles en 3 ans. Ça, c'est inadmissible. Toute école privée que tu es. Ouais. Oublie pas que c'est nous les clients. D'accord? Faut jamais oublier qu'une école privée, le client, c'est toi. C'est pas eux. Quand une école privée te dit, oui, si tu viens pas en cours, je te vire. Non, tu me vires pas. J'ai payé. D'accord? Donc après, c'est moi qui fais, je signe ton règlement intérieur parce que ça fait kiffer. Mais en réalité, je fais comme je veux. Tu vois? Et ça, moi, j'avais quelques années plus. Moi, je suis face à des mômes qui ont 4 ans de moins que moi. Ouais, c'est ça aussi. Enfin, moi, j'ai cette maturité. Puis moi, je paye mon école. Ouais. Moi, je sais ce que ça fait de travailler. Parce que je travaillais chez Yannette. Moi, à 5 heures le matin, je sors les poubelles, je fais des nettoyages dans tous les immeubles et tout pour payer l'année qui va arriver. Tu vois, donc moi, tu me niques en 10 minutes mon projet, même si je suis pris. J'étais 5e sur le classement. Hein. J'étais trop fier. Hein. J'avais eu des notes de ouf, ma couverture elle avait eu 15 et tout, tu vois, j'étais trop content, mais par principe, tu niques pas les gens comme ça. C'est normal. Du coup, voilà, donc je passe ma 3e année. 3e année, là, je fais des rencontres assez décisives. La première, c'est 10 minutes à perdre avec Bat et Gaël, donc les youtubeurs. C'est très drôle quand même. Ouais. Moi, j'étais fan de Baptiste et Gaël. L'humour pipi caca qu'ils avaient, c'était trop bien. J'aimais bien cette espèce de ton qu'ils donnaient avec salut Baptiste, salut Gaël, tu vois, avec cette voix un peu aiguë et tout. J'adorais tout cet humour-là et je me dis, il y a un truc à faire avec des gens comme ça. Il n'y avait pas encore le buzz comme on a maintenant. On n'avait pas les mecs comme Squeezie, on n'avait pas tout ça, tu vois. Et le YouTube game n'existait pas vraiment. C'était encore les balbutiements. C'est le début de JDG un peu et tout, sûr. Tu vois. Et mais je me dis, putain, il y a un truc à faire. Je voyais bien que il y avait une sauce qui prenait et qu'il fallait faire du produit dérivé immédiatement avec des gens comme ça. Et donc, je contacte Baptiste et Gaël. Je leur dis voilà, moi je suis étudiant en école de BD. J'ai une 3e année à faire, j'ai un dossier à faire, je vais faire un dossier sur 10 minutes à perdre, et ce dossier-là, on l'enverra à des maisons d'édition. Avec le niveau que j'avais, c'était osé, mais je l'ai fait parce qu'encore une fois, aveugle, et ils me disent, ok, viens à Paris, on en discute. Ouah, putain, donc moi je débarque avec des croquis, je rencontre Baptiste et le manager de 10 minutes à perdre, et il y avait déjà un manager ils avaient un manager et tout, et on discute, on est à Paris et tout, et je discute avec Baptiste, et il me dit, ok, banco. Putain, trop bien. Je me mets à faire des pages. Bon, le projet n'aboutira jamais, etc. Et puis finalement, tu vois, il a abouti parce qu'ils ont sorti La Couille Cosmique plus tard. Ça. Mais je suis assez fier de me dire que j'ai été suffisamment malin à l'époque. Ouais, t'étais force d'initiative. Voilà. Et puis d'avoir vu ça, d'avoir vu finalement le potentiel des youtubeurs. Alors tout le monde s'en fout, personne ne le sait, mais pour mon petit ego, je me dis, j'avais eu le nez. Tu vois, quand j'ai vu que Cyprien avait fait sa BD, que 10 minutes à perdre ont fait leur BD, finalement il y en a plein qui ont fait leur BD, je me dis putain, j'étais le premier à l'avoir proposé en réalité. Voilà. C'est fou. J'avais trouvé ça dingue. Mais voilà, tu vois, en tout cas, ça me donne un truc et ça m'enlève la pression à ce moment-là de toute l'année, de la note, du diplôme de fin d'année, de tout ça. Et je suis libéré. Et déjà à ce moment-là, je me dis, je suis conscient que je suis pas un cadre en dessin, qu'il va falloir que je prenne une autre corde à mon arc. Et à l'époque, je dis déjà, je deviendrai éditeur. Okay. Tu vois, sans avoir non plus aucune conscience de ce qu'est l'édition. Mais tu lançais les mots. Moi, je lance comme ça. D'ailleurs, je disais aux gens aussi que j'ai essayé chez Marvel. Tu vois, comme quoi. Moi, j'ai débarqué en septembre en mettant le nez dans les comics. Donc ma 3e année, je découvre le comic, je découvre Batman, etc. Et tu te dis, je vais faire du. Moi, je ferai du comics. Je serai pris chez Marvel à la sortie de pivot. Ouf. Et c'est marrant que tu dises ça parce qu'après on sait que plus tard tu vas faire une rencontre justement pendant le cadre d'un stage avec Philippe Grenes. Et donc tu ne travailles pas pour Marvel. Non. Mais qui est Philippe alors déjà pour mes stages de fin d'année, je veux faire un stage avec un auteur de manga, de BD et de comics. Pour moi, les trois c'est le même métier, c'est juste pas la même narration, pas les mêmes formats et on doit apprendre des trois. Du coup,
j'envoie un message à Grelin, qui est un auteur qui fait et de la BD. À ce moment-là, je surkiffe tout ce qu'il fait. Alors, je surkiffe toujours ce qu'il fait. Et en même temps, qui a cette patte un peu manga. Grelin me dit, ah bah ouais, pas Banco, viens 15 jours à la maison. Oh, trop bien. Je me retrouve chez un des, d'ailleurs, c'est, à ce moment-là, Grelin, c'est le mec que je copie, etc., tu vois. Ouais. Je me retrouve chez, genre, mon idole, quoi, tu vois. Avec qui je vais jouer à LOL, on va faire du Street Fighter chez lui. Enfin, moi, je vis 15 jours extraordinaires. En plus, Grelin, c'est un mec qui est adorable. Et donc, du coup, voilà, j'arrive là-bas, 15 jours extraordinaires. Et puis, on bosse mes projets. Voilà, on bosse d'ailleurs le 10 minutes à perdre. C'était encore dedans. Et puis, je décroche aussi. Bah, du coup, enfin, d'abord, avant de décrocher, je regarde les auteurs de comics. Bah, ils sont pas beaucoup, en France, Des auteurs français de comics, ils étaient 5 à l'époque. Donc, j'envoie un mail aux 5. Et il y en a un qui me répond, au bout de 3 semaines, un mois, Fibre Rennes. Qui petit me dit, mail où tu dis, alors, le mail, je ne dessine pas bien, mais je sais faire des bons cafés. Mon mail, c'est un stage service cafetière. Parce que je suis conscient que j'ai pas un niveau de dessin, mais par contre, je sais faire le café. Voilà. Et ça fait rire Grelin qui me dit oui. Et ça tilte Phil, qui du coup, je le saurai plus tard, mais en parlant avec ses amis et tout, qu'on dit mais vas-y, fais-le, quoi. Tu vois, c'est peut-être le moment de t'ouvrir à quelqu'un. Ouais. Et il me dit ok pour 5 jours. Et je débarque à Dijon, du coup, chez Phil, où là, je vais passer 5 jours. Donc de base, c'est à Nantes, donc tu travailles. Ouais, donc moi, je travaille. Bah, d'ailleurs, Grelin est dans le sud, il est à Perpignan, Montpellier. Non, Montpellier, c'est Montpellier, je crois. Et toi, ça te fait pas peur de partir là comme ça chez des gens bah non, parce que tu connais pas et tout, parce que tu loges chez eux? Non, alors chez Grelin, je loge chez ma cousine qui habite Montpellier. Okay. Et par contre, je loge effectivement chez Phil. C'est lunaire. Complètement, surtout que j'aime pas ça à la base. Je n'aime pas aller chez les gens. Puis voilà. Au-delà de ça, c'est une personne que tu connais pas. Et d'ailleurs, mais à la fois lui non plus, c'est couillu de la part des deux. C'est-à-dire que lui, il va inviter un mec qu'il n'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. Alors on s'était appelé avant, on a eu 2h30 de discussion avec Phil pour apprendre à se connaître et tout. Et le contact est hyper bien passé, tu vois. Et c'est vrai que du coup, je débarque à Dijon pour ces 5 jours. Alors là, on est loin de chez Grelin. C'est-à-dire que là, il va me faire taffer comme un âne. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et tu faisais faire quoi? Tout, du dessin, mais des trucs des fois basiques. J'ai fait des ronds. J'ai appris à faire des ronds. Ah oui, donc tu l'aidais pas sur un projet, c'est de donner des exercices et de former. Ouais, c'est ça. Et moi, je disais, bah voilà, j'ai besoin de faire. La page de 10 minutes à perdre, on l'a refait 4 fois. Tant que c'était pas comme lui voulait que ce soit. Il me disait non, là, tu vois, t'es pas bon. Bah ouais, il est méga exigeant, Phil. Mais à la fois, t'as pas l'excellence comme ça. Phil, il a un dessin, c'est de l'excellence. Ouais. C'est un ancien de chez Disney. Il a été animateur de grandes Tarzan, typiquement, la scène où Tarzan fait son surf là et tout avec Phil Collins en fond, c'est Phil qui l'a dessiné, quoi. Enfin, faut imaginer le niveau du mec, quoi. Et on a peut-être un des pires élèves de ton école. C'est ça, qui est avec un mec d'ailleurs je crois qu'on l'appelait dans le métier, il l'appelait l'androïde parce qu'il bossait comme un fou, quoi, tu vois. Et il bosse vite, bien. Il a une anatomie qui est à tomber par terre, une narration qui fonctionne de la mort. Et voilà. Et moi, je débarque là-dedans pendant 5 jours et quand je repars, je suis content, mais j'ai un mal de crâne qui est tellement intense que du coup, je suis emmené aux urgences. J'ai saturé en fait d'informations, de travail, de tout, et je le rappelle. Okay. Et je lui dis, je vais recommencer. Et il me dit, ok, tu reviens du coup, alors forcément hors cadre de l'école. Hors cadre scolaire, et tu repars là pour 15 jours. 15 jours, c'est ça, en plein mois d'août. Ouais. Et là, je repars 15 jours chez Phil. Et là, pendant 15 jours. Alors déjà en Kama, 10 minutes à perdre s'arrête. Ouais. Donc on n'est plus sur 10 minutes à perdre, on est sur autre chose. On est en train, là il me fait bosser du chara-design, il me fait dessiner, quoi. Ouais. Et on est peut-être à 3 jours de la fin. On est sur sa terrasse, on clope tous les deux, on est comme ça. Et moi je suis là content d'être chez lui, tu vois. Et il me dit c'est hyper drôle ce qu'il dit. Il me dit, t'as pas une autre option dans la vie que le dessin? Ça c'est hyper drôle. Oh putain, je me souviens. Et puis je vois vraiment, j'ai la scène, on est sur sa terrasse. C'est presque une scène de film, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais parce que tu vois, il est 11h, quoi, un truc comme ça, tu vois, on fait la pause avant de bouffer, et il fait beau, tu vois, on est en plein mois d'août. Puis avec Phil, c'est une vraie rencontre, tu vois. On est tout de suite amis, en fait. Tout de suite, on se livre nos vies, on parle de nous et tout, tu vois. Donc, en plus, c'est une espèce de confiance immédiate, tu vois. Et puis, on s'intéresse comme ça, et puis moi, il m'a tapé une autre option dans la vie que le dessin. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit c'est le dessin ou rien, en fait. Parce que lui, il me dit ça aussi parce que j'ai 24 ans, un truc comme ça, pas loin de 25. Ouais, t'avais encore un niveau qui était assez bas. Mais j'ai un niveau qui est bas et puis j'ai une urgence de vivre.
Ouais. Mes parents ne peuvent pas me filer 300 balles. Moi, j'ai besoin de travailler, besoin de gagner ma vie. Enfin, tu vois. En plus, à ce moment-là, je suis en couple et tout, tu vois. Donc, j'ai une vie à créer, tu vois. Et lui, il a conscience de tout ça. Donc, voilà. Et je lui dis non. Et là, il me dit un truc. Il me dit, tu sais, il me dit, t'es bon en scénario. Et il me dit, mais t'as pas encore le niveau de dessin. Il me dit, c'est pas que tu l'auras pas, mais il me dit, c'est pas encore prêt. Tu vas devoir continuer à travailler, mais ça va être long. Il me dit, t'as déjà fait de la couleur? J'ai dit, bah non. Et là, c'est la révélation. Voilà. Il me dit, bah écoute, j'ai un projet là, j'ai une illustration pour une salle de sport à faire, c'est payé 300 €. Il me dit donc du coup, je te file les 300 €, tu fais la couleur sur mes dessins. Et effectivement, c'est une révélation. Immédiatement, il voit le potentiel de couleur. Il me dit, oh, il me dit là, et je le vois encore. Il me fait, oh, là, ça, c'est bien. Déjà, j'ai le droit de bosser dans son bureau. Donc je me mets dans son bureau à lui, on bosse l'un à côté de l'autre. Et là, immédiatement, il me dit, oh là, il y a quelque chose. Il me dit, là, t'as quelque chose. Il me dit, t'es bon en couleur. Et donc, je me mets à travailler la couleur. Et pendant de août à février, je vais bosser de la couleur. Il va m'envoyer des dessins et je vais me mettre à bosser. Alors, là, tu bosses pour t'entraîner ou c'est déjà pour des albums à non. lui ou... Non, là, c'est lui m'envoie des pages, etc. Et il a un projet qui ça fait un moment qu'il l'a en tête et tout. Je reprends une partie de son projet, j'écris un spin-off. Lui il fait les dessins, je fais les couleurs, etc. Et on commence à bosser finalement le dossier de BD. Mais c'est un projet qui est vraiment ambitieux, tu vois, qui est sur beaucoup de tomes et tout. Et le projet n'est pas accepté. C'est pas grave. Phil, lui, pareil, peut-être aussi fou que moi, décide de quitter Dijon et s'installer à Nantes pour qu'on puisse bosser l'un à côté de l'autre. Parce qu'il y a un projet derrière. Pas encore. Il y a juste de bosser ensemble. Et on décide en fait de faire un projet récréatif. C'est-à-dire que lui, au milieu de ses Captain America, etc., parce qu'à ce moment-là, il est chez Marvel, du coup, de faire un truc un peu récréatif qu'on mettrait sur Internet. Et on décide de lancer Geek Agency, qui est du coup deux geeks qui font partie d'une agence de geeks et qui vont, en gros, régler des problèmes d'invasion de trucs geeks sur Terre. Voilà, le pitch il est là. Et ça sera édité chez Ankama. Et en fait, on fait le scénario en une petite après-midi chez lui. On en fait des pages, on en fait un dossier, et lui, il les connaît un des éditeurs d'Ankama à l'époque, et on y va, et ils acceptent le projet. En BD, franco-belge. Et donc, on est moins d'1 an après ma sortie de Pivot, et je signe mon premier contrat en tant que co-scénariste et coloriste d'une série chez Ankama. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est ouf. Voilà. Et là, on va prendre pour 3 tomes. Et alors, Phil, c'est un mec qui bosse vite. Donc moi, en tant que coloriste, je fais une journée par page. Lui met une journée par page de dessin. Donc c'est un fou furieux. Et on fait de tout ce que j'ai vu de Phil, je crois qu'il a été pour moi, Geek Agency, le tome 1 de Geek Agency, même d'ailleurs la trilogie qu'on a fait, il a été à un niveau qui était ahurissant. En termes de dessin, de narration, enfin, quand je vois ce qu'il fait maintenant, c'est extraordinaire en termes de dessin et de narration, mais Geek Agency, il y avait un truc dans cette putain de BD. D'ailleurs, on a été BD du mois, le premier tome a eu un certain succès critique, et en fait, Ankama a foiré l'édition. Ils ont sorti 3000 exemplaires, ça s'est vendu à 2000, enfin, tu vois. Ils ont foiré la sortie de Geek Agency. Voilà. Je pense que ils auraient réussi, la vie aurait été tout autre. On était à 2 doigts d'un énorme succès. Geek Agency, c'était un truc de dingue. Il y avait déjà 2 cycles de prévus, il y avait donc 6 tomes. Le premier tome avait vraiment été apprécié, le second aussi, et le troisième est jamais sorti. On a gelé les contrats chez Ankama, le troisième tome a été fait, payé, jamais sorti. Enfin, tu vois, la folie, quoi. Et là, moi, Ankama me dégoûte, en fait. Me dégoûte du milieu de la BD. On est là, on bosse comme des ânes pour faire une BD, on écrit des scénarios, et moi je dis à Phil, j'arrête d'écrire. J'ai plus envie d'écrire. Voilà, et du coup, tu pars sur quoi? Je pars que de la couleur. Je vais chercher des albums de couleurs. Je viens coloriste. Pour Delcourt. Pour Delcourt, pour Soleil, avec donc des BD. Je suis Phil en réalité sur quasiment toutes les BD. Il y en a qu'une que je fais sans Phil. Donc en gros, il me place toujours en tant que coloriste derrière. Voilà, il me fait vivre du coup. C'est quand même lui qui est derrière et qui me décroche les contrats. Et voilà. Et en parallèle, tu vas chez Pivot aussi. Ouais, moi je deviens genre c'était escroquerie. Je deviens prof à Pivot en tant que prof de couleur pour les 2e et 3e années de BD.
un an et demi ou 2 ans, même pas après ma sortie. Je fais 2 ou 3 ans là-bas. Est-ce que du coup, t'es pas aussi un peu, en tant que prof, un message d'espoir pour certains élèves? Non, je sais pas du quel tout. message je suis. Ah ouais, même pas. Déjà parce que j'aime pas faire ça Ouais. en soi. Parce que je suis face à des élèves qui en ont rien à foutre. Donc c'est assez catastrophique. Donc j'ai tendance à y aller un peu à reculons. Par contre, ils me donnent des bonnes horaires. J'ai les horaires, je fais 16h30, 19h30, je crois. Lundi, Donc, t'as mardi, la jeudi, journée pour taffer. donc en fait j'ai la journée tranquille et j'y vais le soir. Mais maintenant j'ai des élèves à moi qui sont des collègues de boulot et des amis et on en rigole encore. Je faisais quand même des quiz musicaux. C'est-à-dire que pendant qu'ils bossaient, je faisais des quiz de générique et tout pendant qu'ils taffaient. Les fins d'année, on apportait du 4 quarts et des bons becs. On a arrêté de bosser. C'était le prof un peu chill. Bah, j'étais plus que le prof de chill. Bon, à la fois, fallait pas me casser les couilles non plus parce que quand je donnais des exercices, fallait les faire. Ouais. Et c'est ce que, sur la dernière année, on arrive sur ces fameuses années où, en fait, tu ne peux plus rien dire aux élèves, tu sais. C'est-à-dire que quand tu leur dis t'as pas fait le travail, t'as 0, ils viennent chouiner, les parents gueulent, et après, c'est à toi de t'excuser en tant que prof d'avoir mis 0 parce que le taf a pas été fait. Donc là, j'ai commencé à vraiment m'en foutre, mais royalement. Et puis voilà, et puis entre-temps, du coup, je vois bien que la couleur, ça ne m'amuse pas vraiment, enfin, ça ne m'amuse plus. Et là, il faut autre chose. Il faut quelque chose Et pour là, il me lancer faut un la truc, machine. voilà. Et je commence à faire du manga. Je reviens du manga. Et je fais un manga qui s'appelle Toyo, que je propose chez Delcourt. Et David Chauvel, qui est mon éditeur à ce moment-là, je lui propose, il me dit, je suis super emballé, trop bien et tout. Et on est au tout début des mangas français. C'est-à-dire que Radiant est déjà sorti. Donc on est en 2013 à peu près. Ou 2014 même. 2014, ouais, ok. 2014 je pense même. Donc Radiant est déjà sorti. Parce que Geek Agency 2012. Ouais, 2012. Okay. 2012-2013. Donc Radiant est sorti chez Ankama justement. Donc Radiant est sorti en 2012 parce qu'on a sorti quasiment coup sur coup avec Tony, Geek et Radiant. Ensuite, du coup, il y a ce premier engouement qui est là pour le manga français. Puis, et puis du coup, Delcourt est intéressé. Et il y a un commercial qui passe et qui dit, alors, ça ressemble trop à du Dragon Ball, ce qui était vrai, mais ça manque de violence et de cul. C'est dommage. Moi, c'était pour les 8-12 ans. Donc, de violence et de cul, bon, pour un projet comme ça, pas ouf. Pas la cible que tu visais. Voilà. Et du coup, Guy Delcourt, apparemment de ce que m'explique David, freine des cas de fer et dit, bah non, finalement, on fait pas. Okay. Et je me retrouve, du coup, un peu déçu de mon projet. Moi, je me voyais bien faire mes 3 tomes tranquille chez Delcourt. Là, t'as plus de manga. Donc là, j'ai plus de manga. T'en as marre de la colo. J'en ai marre de la colo. Et du coup, je me dis, fuck. Du coup, je fais mon premier tome. Ouais. Il sort, je l'envoie aux gens, je l'imprime en 300 exemplaires. Je pars au Maroc. Ouais. Mon père, lui, part au Maroc une première fois, me dit c'est trop bien et tout. Moi, entre-temps, ma copine me largue. Enfin, voilà, je suis dans une dépression forte. Ouais. Là, il y a rien qui va. Je m'en vais de chez Phil. Parce que je bossais chez Phil. Donc, je pars de chez Phil. On s'embrouille fort et tout, tu vois. Vraiment, c'est le bordel. Dans ma vie, c'est le chaos. Voilà, je sais pas mettre les mots sur une dépression parce que j'en ai jamais eu à ce moment-là. Mais je suis en dépression. Voilà, donc il y a rien qui va dans ma vie. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une envie d'être seul, que t'es pas capable d'exprimer. Déjà, c'est-à-dire que à ce moment-là, moi, je dis à Phil, j'ai besoin de reprendre ma dépendance, j'ai besoin de retourner chez moi, j'ai besoin d'être chez moi. Tu vois, j'ai besoin de ne pas sortir. J'ai besoin de me retrouver tout seul, mais en même temps, tu te retrouves tout seul et tu as une espèce de, pour moi, c'est vraiment un tunnel, putain, et tu vois pas le bout, quoi. Tu vois, et tu te dis, mais à quel moment je vais reprendre pied? Et je voyais bien que plus les semaines passaient, plus je perdais pied. En plus, je me mets en couple avec une nana qui elle est pas bien non plus dans sa vie. Donc, de toute façon, t'attires autour de toi forcément des gens qui vont pas. Et je m'enfonce dans un truc qui va pas bien. Et ça va durer longtemps. Très longtemps. Comment tu vas en sortir? Déjà parce que, j'en ressors, mais j'en ressors pas. Je fais une première thérapie. Qui se passe pas très très bien. La thérapeute avec elle, ça se passe pas ouf. Donc, du coup, je reste un peu avec ça. Et le fait de revenir, un moment quand même malgré tout, le fait d'être chez moi tout seul, je me recentre un peu sur moi. J'essaie d'analyser déjà pourquoi je vais pas bien, qu'est-ce qui va pas dans ma vie et puis comment y remédier. Et à ce moment-là, mon père lui part 3 mois au Maroc, revient en me disant ah putain fils c'est trop bien, je vais y habiter l'année prochaine. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et là j'ai rien qui me retient. Donc, Pivot me fait chier. Phil du coup lui soit est parti, soit est en passe de partir de Nantes. Voilà quoi, si tu veux. Et puis t'as besoin d'un changement. Et j'ai besoin d'un changement. Je suis pas bien dans ma vie, vraiment. Hein, c'est profond. Hein. Donc là, tu pars. Donc je pars. Ouais. Je quitte au mois de mars ou d'avril. Je quitte Nantes. Je m'installe 6 mois chez mon père. On prépare le départ.
C'est-à-dire que tu t'es réconcilié avec ton père? Ouais, mon père, on s'est réconcilié assez rapidement. En réalité, Ouais. une fois que j'étais à Nantes, Et que t'as montré que tu bossais. je crois que je suis revenu 15 jours après, on se prenait dans les bras, il pleurait parce qu'on Ok. se revenait, tu vois. Ok. Non, avec mon père, on a été assez fusionnel comme donc. C'était toujours un pilier, mon père, tu vois. Dans Bien ma sûr. Et là, on part, on prépare le voyage. Pendant ce temps-là, moi, je prépare il y a H2T, donc Hydra de tête qui se profile. Moi, j'ai signé avec eux un projet. Finalement, après, ça se fait pas, j'arrête et tout. Bref. Et puis, on part au Maroc. Là, je m'installe au Maroc. Je vais bosser comme un âne sur Magical, le tome 2 qui sort, qui, pareil, je fais 7 000 €. Ça me permet de vivre au Maroc. Donc, de bons Ulule. De bons Ulule. Voilà. Comment t'expliques que ces Ulule marchent? Est-ce que Geek Agency a... Ouais, forcément. Forcément parce que je suis... il y a un moment où j'ai récupéré des gens de geeks qui sont venus sur Ulule, des gens qui se sont rajoutés, des vrais mécènes. J'ai des gens de festivals qui ont mis 500 balles sur Ulule, hein, quand même, que je connaissais pas. Hein. Ça, c'est assez ouf. Je faisais quelques salons, j'ai fait des TGS Spring Break en tant qu'invité et tout, tu sais, avec les auteurs de comics. Donc j'ai rencontré des premiers lecteurs, en fait, qui m'ont soutenu derrière. Donc ça, c'était plutôt cool. Et donc là, 15 mois au Maroc. 15 mois de Magical Girlfriend? Non. 15 mois de travail, par contre. 15 mois de travail. C'est 15 mois où je vais avoir Magical. Alors, pareil, hein. Je le sais pas encore, mais je suis dans une dépression forte. Je fais 2 heures de sport par jour. Je mange quasiment rien. Je ne fais que du sport et du travail. Voilà. Je suis dans un bled où les gens ne parlent pas français. Mon père a sa vie de son côté. J'ai la mienne. Finalement, on se voit assez peu au Maroc. Et du coup, je suis dans un déni permanent, finalement, de mon mal-être. Mais ça me permet d'avancer. Et là, je découvre en Inu Asano, Bonne du Poun Poun, qui va devenir une révélation pour moi. Il y a un but à atteindre à ce moment-là, et toujours d'ailleurs maintenant, où je vais terminer Magical, et je vais enchaîner que des trucs qui vont vraiment être sur des thèmes adultes. Sachant que Magical, c'était quand même très inspiré de Lovina, bien sûr. Un vrai hommage à Akamatsu que j'ai rencontré d'ailleurs en 2015. Bonne du Poun Poun, ça a vraiment représenté pour toi une deuxième étape. Une deuxième étape, et de se dire, ok, on peut raconter des histoires beaucoup plus dures, beaucoup plus matures, aborder des vrais sujets, être engagé. C'est ça. En fait, tout ce que j'étais. Ouais. C'est-à-dire que dans ma vraie vie, je suis un mec en colère. Ouais. C'est-à-dire que je suis en colère contre tout, souvent. La bêtise humaine me révulse. La bêtise de notre société est violente pour moi. Ouais. Tu vois, les gens qui ne réfléchissent plus, le côté binaire, on est pour ou contre, il n'y a pas d'entre-deux. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas encore le Covid, mais il y avait d'autres sujets sur la table et on ne réfléchissait pas. Tu vois, moi j'adore la politique, je ne vote jamais, je suis contre le vote, de la façon dont il est fait, mais j'adore m'intéresser à la politique, à l'ingénierie sociale, à tout ça. Donc je vois les manipulations, je trouve ça passionnant, j'adore comment les biais qu'on vient tirer politiquement pour faire voter les gens, pour le faire passer d'une idée à l'autre et tout, j'adore ça, je trouve ça génial. Et je vois du coup la bêtise, mais qui est pas méchante, mais qui est ça manque de réflexion, ça manque de travail, ça manque de lecture, tu vois, et on est abruti devant des téléphones et devant des YouTube. Et du coup, de lire Asano, et je lis Asano, et Asano me met une gifle, et je me dis, oh putain, on est capable, on peut faire ça, on peut être mordant sur une société, on peut être mordant sur une génération, mordant sur du social, avoir des vrais sujets. Tu lis Solanine de Asano, Solanine, c'est simple dans l'idée, mais c'est brillant dans ce qu'il raconte, dans le passage à l'âge adulte, dans les questionnements, dans ce qu'est des fois la dépression et tout. Et moi, je suis en plein dedans, donc ça vient forcément me résonner, tu vois. Et du coup, Asano devient un but à atteindre. Je me dis, je veux être le Asano français, tu vois, en toute modestie, bien évidemment. Et voilà. Et je commence à voir tous les sujets que j'avais gardés qui commencent à revenir sur la table. Des sujets durs, des sujets comme Humanity, sur une post-troisième guerre mondiale, est-ce qu'il faut relancer l'humanité, etc., tu vois. Mais là, il y a eu aussi cette réflexion qui est venue avec cette histoire-là qui abordait, donc, que tu viens de citer, qui aborde des sujets très complexes, qui sont très durs. Mais il y a aussi, t'avais créé un petit lectorat avec Magical Girlfriend. Ouais. Et du coup, peut-être une erreur de... Oui, en fait, c'était une erreur de parcours. C'est-à-dire que je fais un festival de BD, je rentre en France ou ça, je fais un festoche de BD, et je parle de mon projet Humanity, qui a eu plein de prénoms, etc. Mais l'idée, c'était qu'on avait un mec tout seul,
Troisième Guerre mondiale, qui partait du nord du Maroc, qui allait faire le détroit de Gibraltar, remonter l'Espagne, la France, remonter dans le nord de l'Europe, aller au bunker qui existe vraiment, qui est un bunker où il y a toutes les semences du monde qui sont là-bas en cas de guerre nucléaire, etc., pour relancer l'humanité. Et il arrivait à la fin, et là il brisait le quatrième mur et gardait le lecteur, et avec toutes les merdes qu'on avait vécues, tout le passage de son histoire, et puis les gens qu'on allait rencontrer, les salopards, les bons, le pourquoi on en était arrivé à une troisième guerre mondiale. C'est ça. Est-ce qu'on relance ou non l'humanité? Ouais. Et là, c'était au lecteur de clôturer le bouquin, de se dire, et l'idée, c'est qu'il se pose la question de, on le fait ou pas alors? Est-ce que vraiment on est une race qu'il faut sauver ou pas? Et donc j'en parle, je suis trop fier de ce bouquin, je me dis ça va cartonner, c'est génial. En tout cas, ça a cartonné pour moi, c'est un sujet de ouf. Et on me dit, bah ouais, c'est bien. Mais alors, tous tes petits mômes de 8 ans sur Magical, tu les as perdus. Tu vas les perdre. Donc, tout le travail que tu auras fait sur 2 tomes ne pourra pas être, du coup, mis au truc. Et là, j'ai dit, ah putain, bah oui, c'est vrai, erreur de parcours. Du coup... C'est comme ça qu'on arrive sur Yggdrasil. C'est-à-dire que, à ce moment-là, ça va faire 1 an que je travaille sur tout, sauf des trucs un peu typés shonen. J'ai des projets comme Idol qui viennent, c'est des trilogies où je viens parler de l'histoire d'une idol japonaise, de sa création jusqu'à sa mort et tout, tu vois. Je me permets une question. Vas-y. Quand t'es au Maroc, tu te finances comment? Par le Ulule. C'est-à-dire qu'en fait, le Maroc, un mois complet au Maroc, là où j'étais, donc tout compris, hein, le loyer, l'électricité, tout, c'est 300 € par mois. Ok. Voilà. Donc, quand tu fais 7 000 € et que t'as mis même 2 000 € ou 2 500 € d'impression, moi, avec ce que j'avais là, je vivais, tu vois. Donc j'avais de l'argent de côté, etc. Donc j'étais tranquille. Ouais. Enfin tranquille. Je vais pas comme un prince, mais avec 300 balles par mois, je vis comme je vis en France maintenant, tu vois. Donc j'étais bien. Et c'est comme ça que j'ai fait mes 15 mois au Maroc Pénos. Et donc du coup voilà, j'arrive sur tout ça. Donc j'ai tous les projets comme Idol et tout, tu vois. Donc tout est là. Et puis bah je me dis comment réunir tous ces projets adultes et en gardant mon lectorat Magical. Plus jeune, ouais. Et là vient l'idée d'Yggdrasil qui arrive, qui pop en fait d'un coup. Je me dis putain attends. J'ai mon pote Lulu, parce que je pense à mon pote Lulu à ce moment-là. J'ai mon pote Lulu qui est fan de Sentai. Je lui dis, ça serait quand même marrant que je fasse un truc avec des Power Rangers. Et puis moi, j'adore les Vikings, des Power Rangers Vikings. Ok. Donc on prend des Power Rangers Vikings. Puis des Power Rangers Vikings, on en vient à se dire, du coup, j'ai des couleurs, mais en même temps, je veux mettre des sujets sociaux. Donc, chaque couleur aura son sujet social. Ouais, donc, chaque fille. Ok, donc c'est des one-shots. Puis si on le vend en one-shot, c'est plutôt pas mal. C'est pas forcément une série. On peut lire dans l'ordre que l'on veut. Ça, c'est un bon concept. Un univers commun, voilà. Mais des histoires différentes. Et c'est comme ça que ça vient. Et je lance Yggdrasil, comme ça, en une fois. Et je vais commencer au mois de juillet, par en France, pour un mois et demi. Je vois Phil, etc. Je fais la tournée des Grands-Ducs. Et je rentre au mois de septembre. Et là, mois de septembre, bam, je m'y colle entre 15 et 17 heures par jour. Je vais faire le bouquin en 2 mois et demi. Je vais lancer une campagne. T'as tenu les délais ? Ouais, je les ai tenus. Et je referai jamais ça de ma vie. Je l'ai fait. Mais voilà. 180 pages ? Ouais. En 2 mois et demi ? Ouais. Voilà. C'était le challenge. Du coup, ça donne l'album que ça donne, avec des défauts, etc. Mais c'est fait. Il est là. Et puis, je lance le Ulule. Et le Ulule est un échec. Complet. C'est-à-dire que je vois avec... un bide. Un bide. Je vois pour mettre 6 000 €, j'atteins péniblement les 2 000. Très rapidement, j'ai Ulule, il faut réduire la voilure, on passe à 4 000. Et puis même à 4 000, on n'y arrive pas. Et voilà. Et je dis... Tu l'expliques comment est-ce que... Alors, je l'explique par plusieurs choses. Déjà, je suis pas en France. Donc du coup, pour moi, tout fonctionne à base d'énergie. On est très spirituel là-dedans, mais bon, il y a beaucoup d'énergie. Si je quitte la France, je suis plus avec la France, les lecteurs me quittent. Tu vois, je fais la promotion nulle part, je suis vu nulle part, je suis pas sur les réseaux, tu vois. Enfin, très très peu, je poste des trucs, mais ça s'arrête là. Et la deuxième chose, c'est que je lance un Ulule au pied levé. C'est-à-dire que je lance un Ulule en disant, les gars, dans un mois, il y a un bouquin qui sort, personne n'est au courant. Donc, mauvaise stratégie de campagne. Ouais, t'as pas fait cette sensibilisation en amont. Rien. Je suis loin du côté commerce. Trop confiant des 2 premiers? Même pas. Ouais, certainement. J'ai eu un excès de confiance. Les premiers ont marché. Ça va rouler. Puis non, ça n'a pas roulé du tout. Non. Donc j'ai dit ok. Là, si ça roule pas. C'est pas grave. Tu sors quand même. Je sors quand même. D'ailleurs, là, on arrive au bout des 4000 parce que mes parents mettent au bout, etc. Tu vois, on a tous mis au bout en réalité. Et le projet sort. Et à ce moment-là, je rentre en France. On est sur la fin, le projet sort au mois de décembre et je rentre au mois de janvier en France. Donc du coup, j'arrive au mois de janvier. Voilà, je suis en France avec mon bouquin. J'entame immédiatement
le tome 2, donc Vali, qui parle du coup là de terrorisme et de religion et tout, parce qu'au Maroc il y a eu quand même une montée de l'extrémisme fort et je voulais en parler, et du coup ça m'a donné l'idée de parler de la religion, et là à ce moment-là, bah pareil, au rebelote, je fais une campagne Ulule, mais là une campagne en 15 jours. J'ai dit ok, on fait pas un truc en 45 jours ou un mois comme c'est prévu, je fais 15 jours, et pendant 15 jours les gens ils vont le mettre. Voilà, et ça fera le Ulule que ça fera. Et ça a marché. Ça a marché. En fait. Parce que bah là, tu les fais gens. Combien sur celui-là en 15 jours Je sais plus, je fais 4000 ou 4000 euros, un truc comme ça. Ouais. Donc je fais moins, mais c'est pas grave, j'ai besoin de moins aussi. Tu vois, je suis rentré en France, je vis chez ma mère déjà pendant le temps que il y a des travaux qui soient faits dans un appartement, je vais chez ma mère, donc j'ai rien à payer et tout. Et j'imprime mes bouquins, et l'argent qui va me rester, je le garde pas pour moi, je vais l'investir immédiatement pour commencer mes premiers salons. Et là, je pars avec mon pote Lulu, le fameux Lulu de Pivot, qui est encore là. Et du coup, qui va me suivre sur 1 an. Et lui, on va faire les salons et on va diviser tous les frais par 2. Et je vais me lancer comme ça. Lui aussi, il a dit quelque chose? Ouais, lui, il fait des prints, des fan art et tout. Et on se lance tous les deux. Et on va passer 1 an de folie. On va faire quoi? 12, 13 festoches tous les deux. On va se marrer à mort et tout, tu vois. Et je vais découvrir vraiment ce que c'est le festival, ce que c'est la convention. Et je vais rencontrer un mec qui est hyper important, qui s'appelle Reinhardt, qui est un mec qui lui est en auto-édition depuis des années et tout, qui est un peu un vieux de la vieille. Et je suis en Suisse, à Polymanga. Et à Polymanga, il me dit alors ça se passe comment? Je dis ça se passe moyen, j'ai pas fait trop de chiffres la première journée alors que tout le monde cartonnait, tu vois. Polymanga, c'est là où tout le monde fait de l'argent. Moi, je fais 300 balles. J'ai dit là, il y a un problème. Et il me dit mais il me dit c'est parce que regarde, il me dit tu proposes tout et rien en fait. Il me dit t'es quoi, t'es auteur de manga ou tu fais du portrait? Bah je suis auteur de manga. Bah bien alors vends tes mangas. Arrête de faire du portrait. Comment ça, du portrait? Bah, tu sais, tu fais du portrait sur place. Tu dis, les gens, ils te disent, voilà, est-ce que, donc tu les prends en photo et après tu les refais En fait, t'avais pas de positionnement. Mais non, j'avais rien. Et il me dit, est-ce que je peux retoucher un peu ton stand? Bah, j'ai dit, vas-y, fais. Donc il retouche ma table, il met les machins et tout, tu vois, il me dispose bien le truc. Et il me dit, trouve une accroche. Pour amener les gens à ton stand. Et moi, j'avais des marque-pages, un rouge et un rose. Donc un rouge pour Aude, donc le top et un pour Magical et un rose pour Magical. Et avec le dessin dessus, tu vois. Et je dis, et les gens viennent, je dis aux gens, et je me lance et je fais, bonjour, choisis une couleur, rouge ou rose? Et là, les gens, ils font, un rouge, et je donne le marque-page. Et en donnant le marque-page aux gens, regarde, ça va avec le manga qui est là. Et là, je fais 1000 euros dans la journée. Ouais. Et là, je dis, il est là le truc. Et à partir de ce moment-là, c'est une recette que je ne vais jamais enlever. Ah ouais. Le marque-page. Dire aux gens, voilà un marque-page, ça va en lien avec les bouquins qui sont là. En fait, tu mets le pied dans la porte. Ouais, avec le c'est ça. marque-page. Et en fait, je reprends mon côté commercial. Et là, je comprends qu'en festival, faut plus être juste un auteur, mais il faut être aussi le vendeur. Ouais. Et j'enlève en fait ma partie auteur, où je fais des dessins chez moi en mode ours, et je deviens en fait un vendeur. Okay. Et là, je deviens un vendeur et je me perfectionne. Je regarde les mecs de la foire de Paris, donc qui vendent, tu sais, les lavettes, les machins, tout ça, et comment ils abordent les gens, les cadeaux qu'ils font, comment ils y vont, et je reproduis ça. Et tu vois, tu me dis ça, mais moi ça me rappelle quand on a échangé donc à la Japan Expo, ouais. où justement j'étais venu sur ton stand, donc j'ai vu à quoi il ressemblait, et vous avez quand même une particularité, donc bon, peut-être que ça fera un peu une boucle de dire ça, mais sur le stand de Doshin, qui est la maison d'édition du coup que tu as créé plus tard, vous avez tous une tenue, vous êtes habillés. Il y a le nœud papillon en bois, il y a les sangles, il y a la chemise blanche, il y a le tablier de forgeron. Il y a un tablier de forgeron. Derrière le stand, c'est une imitation bois. Il y a vraiment un univers qui est créé et vous n'êtes pas derrière le stand, vous êtes devant le stand. Et ça, pour moi, juste on enlève tout le reste. Juste être devant le stand, je trouve que c'est déjà beaucoup. Ouais. En fait, moi, je me suis rendu compte que les gens en festival, on est tous des geeks, ouais. Donc on est tous des timides en soi, à peu de choses près. Et c'est difficile d'aller voir un auteur et d'aller regarder son bouquin, tu vois. En librairie, t'es tout seul dans ton coin, tu vas être dans ton rayon, tu vas regarder, tu vas reposer, machin. Là, quand t'es en festival, faut aller chercher les gens. Déjà parce que t'es pas tout seul. Tu prends une Japan Expo, t'as vu le nombre d'exposants qu'on est. Si tu dis pas aux gens, toi, viens ici. En gros, c'est ça. Hein. C'est toi là, je te vois, tu viens ici, tu vois. Et puis tu viens devant mon stand et je t'explique ce que ça fait. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai calmé, mais au départ, c'est comme ça que je faisais. C'est-à-dire que il y a un mec qui s'appelle Farod, qui est un YouTuber gaming. Okay. Moi, je ne sais pas qui c'était, ce jeune-là. Je le vois au fond d'un TGS. On est un dimanche soir. C'est mon dernier salon de l'année. C'est le TGS de Toulouse. Donc, on est genre fin novembre. Et il y a un mec tout seul avec 2 sacs au fond, mais loin. Et je fais, toi là-bas!
Il me fait, moi, je dis, ouais, toi, viens ici. Le mec, il vient. Tu vois, et moi j'avais quelques personnes encore sur le stand, des jeunes là. Le mec se pose, je dis ouais, voilà, choisis un manga, c'est ce que je fais et tout. Tu m'achètes un manga et tout. Je sais plus quoi. Et je mets vraiment, mais trop confiant. Mais voilà, le mec de marché quoi, tu vois. Ouais. Parce que j'avais fait une bonne journée, donc forcément, quand tu fais une bonne journée, t'es dans une euphorie. Bah ouais, il y a une vibe qui est là et tout, tu vois. Donc tu sais que tu peux tout vendre à ce moment-là. Moi, je le ressens, tu vois. Je sais que je pourrais vendre ma mère s'il fallait, tu vois. Donc et le mec me dit, ok, vas-y, parle-moi de ce que tu fais. Le mec, pareil, dans une bonne ambiance aussi. Et là, d'un coup, tous les mômes à côté se figent, tu vois. Mais moi, je sais pas qui c'est, moi, Farod. Moi, je vois juste un jeune, quoi, tu vois. Ouais. Et à un moment, il y a un mec qui fait timidement, il vient me voir, il fait, oh, j'aime beaucoup ta dernière vidéo sur je sais pas quoi. Et le mec, il fait, bah, je te remercie et tout. Et je dis, bah, t'es connu, toi? Mais je suis dit comme ça, putain. Vraiment, le mec a peur. Je fais, t'es connu, toi? Il fait, bah, ouais, je suis youtubeur. Mais je dis, mais t'as beaucoup de, parce que des youtubeurs, on en croise, tu vois. Mais je lui dis, mais t'as beaucoup de gens, mais ouais, j'ai 1,5 million. Ah oui, quand même, je dis ça va. Je dis, ah oui, tu pèses dans le game, tu vois. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert Farod. Voilà. Okay. Et j'ai signé à Farod. J'ai eu Poisson Fécond aussi, qui est venu sur le stand et tout, tu vois. Et, voilà. Donc, c'est des gens qui passent comme ça. Voilà. Et, donc voilà, moi je suis absolument pas mondain, tu vois. J'ai pas mal traîné quand on est en festoche avec Sorina, la femme de JDG, tu vois, qui est une fille qui est tellement drôle. Voilà. Ah ouais. Oh ouais, voilà. Maintenant elle fait plus de fait un moment que je suis pas arrivé en festoche, mais quand on se voyait, c'est une fille avec qui pendant très longtemps je faisais des fuck pics avec les gens. C'est-à-dire qu'on prend une photo et on fait un fuck comme ça. Pour la caméra, c'est bien. Et c'est pour le référencement YouTube. Et et donc du coup on fait ça. Et Sorina était la première à un polymanga à faire des fucks avec moi. Et du coup on s'est bien entendu. Et après on se voyait. Et à chaque fois on délirait sur les festoches. Voilà. Mais tu vois, il y en a qui m'ont dit, oh, t'as rencontré Sorina, est-ce que t'as vu Fred, JDG, tout. J'ai dit, mais c'est des gens comme les autres en fait. Tu vois, moi on en parlait là. Il y a juste un aparté, mais à Paris Manga il y a Elijah Wood qui est là. Et ma femme, elle des photocalls, tu vois. Ouais. Mais je dis, mais moi, je vois aucun intérêt. Pour moi, Elijah Wood, il fait un métier, il est acteur. Est-ce que je vais voir un boulanger et me jeter dessus à chaque fois que son croissant est bon? Non, tu vois. Et j'ai du mal, du coup, avec ce côté Star System, tu vois. Voilà. Okay. Aparté. Je vois. Et du coup, moi, ça m'a mis une autre question concernant Doshin. C'est, là, t'es arrivé, t'as ton système qui est mis en place, tu vois, t'as un peu ta routine, là tu pars jeudi, donc dans 2 jours, Quai des Bulles, donc à l'autre bout de la France. T'as ton camion, tout est carré. Ouais. Mais comment est-ce que c'est au début? Comment est-ce qu'on passe ça a été quoi un peu les grandes étapes? La grande étape, c'est mon frère déjà, c'est Geoffrey. Parce que Geoffrey, lui, il quitte son job, il est dans un entre-deux jobs, et je dis à Geoffrey pour Art to Play à Nantes. Donc là, Art to Play, je peux pas être en binôme avec Lulu. On est invité, on est sélectionné en fait pour avoir une table dans l'Artist Alley. Et je dis à Jo, je suis tout seul, j'ai besoin de toi. Okay. Et il me dit, bah ok, je viens. Donc mon frère, donc quand je dis Zo, c'est Geoffrey. Donc Jo, il vient et tout. On fait le week-end tous les deux, et en fait, on cartonne. On fait plus 20% par rapport à ce que je fais d'habitude. Geoffrey, qui est aussi commerçant que moi, me dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, on réessaye sur d'autres salons. Et on voit qu'en fait, Ado, on fonctionne super bien. Donc, sur toute l'année 2019, Geoffrey va venir en salon avec moi, va m'aider. Je crois d'ailleurs, il prend un peu de cash, tu vois, il prend un peu de black pour lui. Et on décide de créer, du coup, une société, 2 maisons pas de maison d'édition. On décide de créer une société. Doshin, donc du coup moi Doshin existait déjà, Doshin Edition était déjà un nom, mais sauf que là on va vraiment la professionnaliser à fond quoi. Donc Geoffrey devient gérant de la SARL, moi je deviens l'auteur, et on crée 2 branches, on crée une branche production et une branche édition, production vidéo parce que mon frère est vidéaste, et une branche édition. Le projet vidéo est hyper important parce que quand en fin 2019 on crée la société, il y a un truc qu'on ne voit absolument pas venir, c'est le Covid en 2020, bien sûr, qui va nous mettre un frein immédiat à l'édition. Parce que plus de salons pendant 1 an et demi. Donc là, au départ, où on se dit, ça va durer 3 semaines, bah non, ça va durer 1 an et demi. Et pendant ce temps-là, la partie production vidéo, elle va exploser. Parce que vu qu'il n'y a plus de présentiel, les mecs ont besoin de visio. Donc là, Geoffrey va bosser pendant 1 an et demi. Et avec des magouilles comptables, on arrive à toucher les aides de l'État de partout et tout. Donc finalement, on s'en sort plutôt pas mal. On termine le Covid, pas sur les rotules, tu vois. Donc on est plutôt bien. Et on enchaîne, à ce moment-là, Et Geoffrey, lui, va quitter Doshin l'année d'après. Donc là, c'était l'année dernière, donc en 2022. Juillet 2022, Geoffrey est débauché pour la vidéo et remplacé
Et là, encore une fois, la vie, il n'y a pas de hasard. On rencontre Mathéo, donc que les gens connaissent, qui est mon alternant, que les gens connaissent sous le nom d'El Gamino. Donc, on rencontre le gamin sur Art2Play qui lui veut taffer. L'anecdote est marrante, mais il nous vend un manga comme ça au pied levé. Du coup, on lui dit bah, si t'as envie de bosser, tu nous appelles. Il nous rappelle du coup l'année dernière au mois d'avril pour dire bah là j'ai besoin d'une alternance que vous cherchez. Et nous on cherchait un deuxième vendeur pour seconder Geoffrey. Et on lui dit bah banco, feu. Et Geoffrey s'en va 3 mois après. Donc Mathéo devient le vendeur officiel d'Odoshin et on commence finalement au mois de septembre tous les deux comme ça. Ok. Voilà. Et maintenant ça enchaîne. Tu fais des conventions tous les week-ends ? Ouais, quasiment, ouais. Quasiment tous les week-ends. Ouais. Okay. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, c'est comme ça que Doshin arrive à survivre. Et pour la création de ton stand, ça a été en fait, t'as réinjecté à chaque fois ce que tu gagnais sur les conventions. Tu dis, ok, j'améliore mon stand, ok, je remplis. Alors en fait, au départ, on est le stand, ça part de rien. Je suis comme tout le monde, je fais des nappes au mur, tu vois, mais ça me plaît pas. C'est pas, je trouve que c'est pas optimum dans la façon de créer, enfin de monter le stand. C'est très long, laborieux. Les nappes, c'est froissé, tu vois. Donc immédiatement, avec Geoffrey, on se dit, on va réduire tout ça. On va avoir déjà notre propre mobilier, ce qui va nous permettre de gagner de l'argent sur les locations de tables et de chaises. Ouais. Et à l'année, quand tu commences à faire 20-25 salons, quand tu commences à gagner 20-25 euros par salon, en fait, ta table, elle est rentabilisée en 2 salons. Donc, tu dis, le reste, c'est du gain. Donc, tu viens avec tes propres tables. Donc, on vient avec nos propres tables. On décide de travailler que avec de la bâche. Donc on met du scratch autour des tables pour mettre la bâche, pour faire joli, pas avoir ces espèces de vieilles nappes. C'est pour ça que ça marche d'avoir ses propres tables, parce que si t'avais pas les tables, t'avais pas les scratchs, etc. Voilà, nous on fait ce qu'on veut. Donc voilà. Et au départ, on a les filles en grandeur nature, donc toutes les héroïnes qui sont en fond. Donc ça fait vachement beau, c'est bien pétant et tout. Et après avec Geoffrey, on décide de changer ça. Moi je voulais un côté un peu taverne, donc on a un côté chalet avec un banc de dédicaces et tout. On retravaille intégralement tout le truc. Le stand, il va très très bien marcher. Et puis quand on ouvre Doshin à d'autres auteurs et aux romans, à ce moment-là, le côté taverne n'avait plus lieu d'être. Et je trouvais qu'il fallait qu'on devienne plus éditeur, plus sérieux. Parce qu'avant, pareil, Doshin, c'était des tombolas, les gens qui gueulaient Doshin toute la journée. Enfin, tu vois, on avait vraiment ce truc très Club Med. C'est en mode, on est au début, tout est possible. Tout est possible. On n'a rien à perdre. C'est ça. On faisait chez les gens. Moi, je faisais des happy hour à hurler à 14h. Happy hour! Et tout, tu vois. On cassait les prix, on donnait on donnait des posters et tout. Enfin, tu vois, c'était le bordel. Donc, on faisait chier quand même un peu tous les collègues à côté. Mais il y avait ce côté un peu cours de récré. On avait ce qu'on avait appelé les Doshiners. Qui étaient nos lecteurs, tu vois, des fois ils étaient 15-20 autour du stand, tu vois, à faire les cons et tout, donc il y avait vraiment ce côté un peu foufou, et on devient éditeur, et là j'ai Geoffrey, faut calmer le jeu. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'il y a ce passage ? À l'édition, parce que Anne-Sophie, ma femme, elle écrit, et on se dit, pourquoi pas intégrer le roman ? Ok. Voilà, tout simplement. On voit que le roman est en pleine effervescence, que dans les conventions ça marche bien, on se dit pourquoi pas nous ? Ouais. Donc on dit à Anso, écris-nous une trilogie. Enfin, d'abord écris-nous un bouquin. Et en fait, elle a pas besoin d'écrire, elle l'avait déjà, qui est #TousVaccinés. Donc un bouquin de zombies. Et donc on dit, avec ça, on va lancer on va demander à d'autres auteurs de nous envoyer des manuscrits. Anso, elle va charger des manuscrits et on éditera les bouquins. Et voilà. Ça, c'était en quelle année ? C'était en 2021. Ok. Voilà, donc fin 2021, octobre, je crois. Et là, on arrive 2024. Ouais. Si on va sur le site de Doshin, on voit qu'il y a 6 auteurs, toi et Enso compris. Oui. Mais je crois savoir qu'il y a aussi un tournant là qui se prend pour Doshin. En fait, cette année aura été une année hyper compliquée. Le départ de Geoffrey, donc de la vidéo, aura été un tournant vraiment chaud au niveau trésorerie. Parce que la vidéo, c'était vraiment un afflux. Forcément. Ça fait rentrer de l'argent, et Doshin. Mais est-ce que il évolue dans la vidéo, mais sur du manga, ou rien à voir ? Non, rien à voir. Non. Il est sur la vidéo d'entreprise et tout, tu vois. Mais forcément, la vidéo, quand on crée Doshin, on sait qu'il est pas rentable en tant qu'édition. Tout ça, c'est compliqué. Donc on sait qu'on fait intervenir quoi qu'il arrive de la vidéo dedans, qui permettent de rajouter de l'argent, et etc. Bon, après il y a le Covid. Le Covid, Geoffrey ne travaille que sur la vidéo. Puis il y a la sortie du Covid, où là on se remet dans l'édition. Mais Geoffrey, lui, il se fait débaucher. Finalement, il a un rythme maintenant dans la vidéo, tu vois. Donc le mec avec qui il bosse, il a besoin de lui. Ils ont créé pendant 1 an et demi, c'est long. Il est plus autant disponible. Il est plus autant disponible. Et puis il y a un moment, voilà. Donc quand Geoffrey s'en va, il y a une sortie d'argent immédiate qui est la sortie de la vidéo. Ouais. Et là, faut tout combler avec Doshin. Et là, ça devient compliqué. Parce que du coup,
les frais après Covid augmentent, l'essence elle a explosé, les frais de stand ils ont explosé, on a pris une moyenne entre 40 et 70% en fonction des frais, mais d'augmentation. Ouais. Moi, quand je prends 70% d'augmentation sur un Japan Touch, rien que sur le frais de stand, ben putain, faut les amortir derrière, donc, quoi. les stands aussi, ils ont Tout, explosé. on a pris 40%, la moyenne, hein. Donc ça devient fou en fait. Maintenant, quand je suis en festival, pour être totalement transparent, j'ai 37% de frais, juste de frais de déplacement. Ouais. Voilà, sur le chiffre d'affaires du week-end. Et justement, est-ce qu'on peut parler un peu chiffres? Ouais. Ça va être comment sont structurés tes coûts? À combien est-ce que ça peut s'élever? Parce que je pense que c'est important. Toi, t'es déjà assez évolué, hein, t'as des gros stands, etc. Enfin, des plus gros. En fait, un stand de 6 mètres carrés, si on va comme ça, je vais te dire à peu près l'évolution. On était aux alentours de 250 € TTC. Ouais. En 2018, quand j'ai commencé. Les gros salons, c'était 360. Ouais. Je me souviens de ça. Art to Play, les Art choses to comme Play, ça. tout ça. Les TGS, c'est 360. Angle inclus. Non, angle inclus. Maintenant, on prend par exemple l'exemple d'un TGS. Je crois qu'on est à 590 angle inclus. Donc, voilà. Tu vas te retrouver avec des salons maintenant qui font 590. Ouais. Maintenant, on est entre 400 et 500 € par salon pour les petits. Tu vas avoir 500 € pour juste avoir ta table. Ouais. Tu vas avoir combien là? Tu vas à Toulouse, tu payes combien? Imaginons, on part sur une base de 500, ok, pour le stand. On a 500 de stand. J'ai une centaine d'euros pour l'hébergement. Ouais, l'hôtel. Voilà, l'hôtel, le B&B, peu importe. Tu vas avoir la bouffe, donc midi et soir. Petit sandwich, alors on mangeait sandwich à la con que je prépare le matin et tout, donc ça nous réduit les coûts. Mais il faut bien manger le soir. Oui. Donc, allez, on va dire par salon. Nous, on est à 2, hein. Avec Mathéo, on a pour entre 40 et 50 € avec l'eau, tout. Donc, on a 2. Alors, toujours, moi, je parle à 2, hein, ok. J'ai 500 € du coup pour le stand. Je vais avoir à peu près 200 € d'Airbnb ou d'hôtel. Je vais avoir 50 € de bouffe. Je vais avoir en fonction des distances. Par exemple, là, je vais à Quai des Bulles. Quai des Bulles, il y en a pour 450 € de route. Aller-retour. Donc, 300 € d'essence et à peu près 150 €. Enfin, ouais, ça, j'ai 150 € aller, 150 € au retour, plus 150 € de péage. Et dans ces cas-là, Mathéo, Mathéo, il a le train. Okay. Donc, faut payer le train de Mathéo. Ouais. Donc là, pareil, hein, les trains en fonction, c'est on va dire une moyenne de 100, 110 €. Faut imaginer qu'on a entre 800 et 1000 € par salon de frais. Voilà. Ouais. Hors sortie de livre, parce que il y a aussi le truc que quand un livre, il est vendu, je ne gagne pas 9,45 € sur le manga. Je gagne 9,45 € moins le coût de mon livre, moins l'URSSAF, moins, tu vois. l'URSSAF, t'es à combien? 11%? On est à 11% et en même temps, moi, je paye, vu que je me paye en tant qu'auteur chez Doshin, en plus de ça, j'ai ma propre URSSAF à moi. Ah oui, donc t'as double ça. Oui. Parce que, c'est ce qui va changer là. Là, on change de statut pour justement. Parce que là, t'es en société. Là, je suis en SARL. Ah oui. Et du coup, c'est mon frère qui est gérant. Maintenant, Geoffrey va sortir des sociétés et avec Anne-Sophie, on crée une SAS pour être président. Et du coup, pouvoir être à la fois et auteur et président. Parce qu'on peut pas avoir deux sociétés en SARL. Ouais. C'était l'erreur qu'on a faite quand on a créé, mais à la base, il devait pas avoir le Covid, il devait pas avoir tout ça, ça devait pas être bousculé comme ça a été bousculé. Donc, normalement, ça devait rouler. Bon, là, maintenant, on change tout, etc. C'est pour ça que là, il y a un gros changement chez Doshin. Et le plus gros changement, c'est qu'on arrête surtout l'édition. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrête d'éditer des gens parce que, déjà, on n'a plus le temps. On a pas le temps de créer. Mais ça, c'est un sujet important parce que t'es quand même parti pour éditer 6 personnes, enfin, en tout 6 personnes, si on compte toi et Anne-Sophie. Et là, tu te rends compte que c'est plus possible. En fait, c'est plus possible parce que, déjà, ça fait 1 an et demi que j'ai même pas fait l'équivalent d'un tome. Parce que Doshin me prend du temps. Oui. Parce que être sur les routes, déjà, on va dire en moyenne 3 jours et demi par semaine, c'est beaucoup. T'es pas dans le train, tu peux pas dessiner. C'est ça. Après, quand t'arrives ici, c'est con, mais là, je me suis occupé d'Elodie, Kinegyo, sur son manga Smile, qui devait sortir chez Doshin, qui du coup ne sortira pas chez Doshin, qui j'espère sortira chez d'autres éditeurs. On est en train de voir ça. Mais Elodie, c'est tu prends une après-midi ou une journée même pour lire son bouquin, ça te sort de ton travail, on discute sur Discord, machin, mais 1 heure, en fait, c'est 1 heure où tu sors de ta concentration sur le boulot pour répondre, mais tu t'y remets pas tout de suite parce que après, t'es déconcentré, tu repasses sur autre chose et ainsi de suite, puis c'est les mails, les machins. Et donc là, ça traduit quand même une volonté de ta part qui est celle d'être auteur et non pas éditeur. Ouais, mais moi là-bas, je devais pas être éditeur.
C'est mon frère qui devait l'être. Ok. Geoffrey devait s'occuper de cette partie-là, et moi, je devais rester. À la base, Doshin, je tombe de la page. C'est mon métier, c'est de tomber de la page. Geoffrey s'en va, je me retrouve éditeur. Moi, j'avais dit, quand Geoffrey est parti, je lui ai dit, tu sais, frangin, ça va être compliqué. Éditeur, créateur, je vais pas avoir le temps de tout faire. Mathéo, je vais pas pouvoir gérer Doshin et continuer à produire du bouquin, quoi. Il y a un moment, ça va être compliqué. Et, puis finalement, on a dit, on va quand même tester. Et puis, tu vois, on a testé. En un an et demi, tout s'écroule. J'ai perdu 50% de mes ventes de mangas parce que, moi, je tourne avec les mêmes mangas depuis un moment. Donc ce qui fait que il n'y a plus de nouveau. Il y a plus de nouveautés. Donc les gens, à un moment, c'est ça. Donc heureusement qu'on a le roman qui est là derrière, qui nous ramène cette nouveauté avec les auteurs. Mais les romans, c'est que c'est Anne-Sophie qui s'en occupe. Et elle ne peut plus sortir de bouquin. Parce qu'elle a plus le temps non plus de s'en occuper, ce qui fait qu'elle a ses revenus qui ont baissé elle a même perdu 3 fois son salaire. Donc là, on a dit, là, c'est plus possible. Voilà. Donc là, il faut imaginer que, même en termes de chiffres, on fait plus 20% cette année et on a 13 000 € de déficit. Ça vous laisse imaginer l'augmentation des frais. Donc là, il faut tout réduire. C'est pour ça qu'on on est obligé de changer de façon de faire. Moi, je vais plutôt faire maintenant du festival BD, comme je disais, où je suis invité en tant qu'auteur et non plus en tant qu'éditeur. Où là, effectivement, je fais moins de chiffres, mais c'est sans moins frais. De coûts aussi. Donc moins de coûts, plus rentable, moins de fatigue, plus de temps à la maison. En plus, maintenant, j'ai un bébé, donc j'ai le petit Marius qui a débarqué, que le Bouddha, parce qu'il est bien. Et donc Bouddha, il est là. C'est sûr que j'ai pas envie d'être plus de la moitié de l'année sur les routes. Voilà, tu vois, je rate vachement de trucs déjà. Il a 4 mois, j'ai raté ses premiers retournements. Enfin, c'est con, hein. Mais Anne-Sophie me dit, aujourd'hui c'est retourné pour la première fois. Cool. Moi j'ai fait une journée en plus pas ouf, tu vois. Voilà. Donc voilà, donc tu dis un moment et on stoppe. Je comprends totalement la décision au vu de toute façon de ton parcours et tout ce que t'as toujours voulu écrire, mais comment ils l'ont, parce que du coup Doshin ça avait grossi, comment ils l'ont vécu les auteurs? Alors, on les a prévenus en avant. Déjà, je vais te dire, quand tu commences à envoyer un mail général à tous tes auteurs pour dire on fait une réunion Zoom jeudi soir, tu vois. Bon, ils s'imaginent bien que c'est pas pour leur annoncer que tout va bien. Donc ils s'y attendaient. Enfin, en tout cas, moi, Elodie s'y attendait. Dans sa tête, elle avait déjà mûri le truc, en sachant que, en gros, Smile ne sortirait pas. Les autres, on a Geoffrey Claustrio, qui est un auteur belge qui fait La machine à explorer les dimensions, qui lui est quelqu'un qui a déjà tellement de romans bookés jusqu'en 2025 ou 2026 que lui il se dit c'est pas très grave. Et ils sont plus déçus pour nous en fait. C'est-à-dire qu'ils sont attristés pour nous quand on leur a expliqué vraiment complètement transparent sur ce qu'on vivait, les galères que c'était, que finalement moi je prends plus de plaisir. Moi je me lève le matin, Doshin c'est un peu un sacerdoce quoi, tu vois, tu dis putain la pression, il faut que je crée, il faut que je fasse éditeur, il faut que je réponde aux mails, il faut que je fasse Macassar, pop, tu dis attends. Et à un moment, moi, Doshin, c'est pas ça, quoi. Je peux pas, puis, avec un salaire de merde, en plus, quoi, maintenant, tu vois. C'est-à-dire que mon salaire a été divisé par 2. Donc, je suis à 1100 € net, quoi, tu vois. Tu dis, à un moment, je touche 1300 brut. Tu vois, donc, une fois que j'ai tout enlevé, il me reste 1100, quoi. Tu fais, 1100, pourquoi faire du 7 sur 7? Ah non, il faut revenir. Là, c'est trop dur. Et justement, moi, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. Depuis le début, tu vois, tu charbonnes. Depuis jour 1 où tu t'es dit, je veux faire de la BD. Tu te donnes, et c'est connu, le métier d'auteur de BD, tu roules pas sur l'or, mais comment tu le vis toi? Parce que c'est quand même compliqué, tu vois, c'est énormément de sacrifices, c'est énormément de travail, mais en vrai, et un style de vie qui est quand même assez... Tu sais, moi j'ai toujours, personne m'a mis un flingue sur la tempe pour le faire. Donc j'ai toujours été au courant que c'était un métier où il fallait sortir les doigts, et il faut vraiment dire, ok, je suis pas là pour l'argent, je suis pas là pour m'enrichir. Si j'ai un bouquin qui a un succès et que il est adapté sur Netflix, tant mieux. Bien sûr qu'on a tous l'objectif à un moment de dire waouh putain trop bien. Le bouquin que t'as fait là, il a fonctionné, il te permet vraiment de gagner ta vie, etc. En vrai, t'es auteur de BD. Tu vois, j'aurais été électricien, je me serais moins inquiété. Tu vois, j'aurais du boulot pour les 2 prochaines années et j'aurais des devis par-dessus la tronche. Je suis auteur de BD, je le sais. C'est comme ça. Ma mère elle me le dit aussi. Ma mère me dit, t'aurais été plombier, je me serais moins inquiété. C'est vrai. Mais c'est comme ça. C'est comme Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est très, très variable. Elle travaille avec Amazon. Tous ses bouquins sont sur Amazon et tout. Il y a des mois où elle va faire 1,5 million de pages lues. Donc, elle va prendre 2 000 € et 3 mois, 4 mois plus tard, tu sais pas pourquoi, l'algorithme a changé, machin, et elle va gagner 700 balles. Voilà. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du métier. Et encore une fois,
personne m'a mis un flingue sur la tempe il y a 20 ans quand j'ai dit j'allais faire ce métier-là. Tu vois, donc j'accepte. Et ça crée des frustrations ? Jamais. La T'es frustration. aligné avec ce que tu fais ? Ouais, complètement. La frustration que là, tu vois là, t'arrives à un moment là dans ma vie d'artiste, d'auteur, où je suis en plein doute. Okay. Là, clairement, en ce moment, c'est les doutes sur les réseaux. On peut le voir. Je passe d'une idée à une autre. Je dis, je fais, puis je fais plus, puis je refais plus. Tu vois, parce que là, je suis dans un truc où qu'est-ce qui marche ? On me demande tous les week-ends, et la suite d'Yggdrasil. Ok, donc Yggdrasil, je fais très bien. Donc je me dis, je vais faire une suite d'Yggdrasil. Mais j'ai pas envie de faire une suite d'Yggdrasil. Moi, ce que je veux faire, c'est du Asano. Okay. Je reste toujours sur mon idée. Moi, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Tombeau au combat, qui vient parler de la pandémie, d'une fausse couche en pleine période de pandémie, tout ça. Un truc très social, tu vois, un vrai drame. Je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est de l'avoir fait sortir en roman graphique et pas en manga. Ouais. Je pense que le format me joue des tours. Mais voilà, donc je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est tous mes sujets parlent de ça. D'ailleurs, on en a rigolé la semaine dernière avec Anso. Tous les sujets que je vais écrire parlent de deuil. C'est comme ça. J'ai un truc à régler avec le deuil. Je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, j'ai un truc à régler avec ça. Parce que tous, ils en parlent. Peu importe la finalité, que ça soit un deuil qui soit géré ou pas géré, ils parlent tous de deuil. Et à côté, on va me demander de travailler et de faire les suites avec Yggdrasil, les Magico, les machins et les nanas en armure. Et j'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais me forcer. Et là, je viens de perdre 8 mois où je me suis forcé à faire la suite d'Yggdrasil. Qui donne du réchauffé, qui donne un truc qui ne me plaît pas, et que je vais faire en me disant tu fais une caricature de ce que tu faisais avant. Tu dis, je vais faire des sous avec, quoi, en gros, quoi. Je vais aller là où ça marche. Et là, j'ai décidé la semaine dernière de tout arrêter. Okay. Yggdrasil ne se fera pas, ça s'arrête. Yggdrasil est fini. Je l'ai dit sur les réseaux, on laisse les filles en haut de leur colline et basta. Voilà. Tu tombes pas dans le piège de l'auteur qui s'accroche à sa série. Tu vois, je me suis dit, j'ai eu l'idée de faire un projet qui s'appelle Dice Man, qui se passe un truc avec très jeu de rôle et tout, tu vois, avec plein de références. Et immédiatement, je dis, il faut faire du Radiant. En gros, tu vois, je résume un peu le truc comme ça, mais tu dis, voilà, il faut faire du shonen, pur jus et tout, tu vois. Et dans ma tête, je me dis, non, Dice Man, c'est un livre dont on est le héros. Alors, avec très typé manga, tu vois, avec de l'agro plein d'illus et tout, tu vois, mais un livre dont on est le héros. Coup, tu choisis tes décisions, etc. Voilà. Et en fait, je dis non, je me force à dire non, il faut que j'en fasse un manga, quoi, tu vois. Faut que j'en fasse un shonen, quoi. Et en fait, j'arrête. En fait, là, t'es à la croisée de plein de chemins, il faut choisir le prochain. C'est ça, exactement. Là, je suis à un moment dans ma carrière où je me dis, c'est quoi que tu veux pour la suite. Et tu sens que ça va être déterminant ? Ouais, c'est déterminant parce que encore une fois, je suis assez spirituel. Il y a des choses dans ma vie qui sont en train d'arriver qui vont me laisser les possibles pour faire ça. Okay. C'est-à-dire que d'un coup, tu te dis, ouais, mais si ça marche pas, comment je vais faire ? Eh ben, il y a des gens qui viennent me voir et me font, Romain, j'aimerais qu'on collabore ensemble sur des gros trucs, des gros projets. Et là, tu fais, ok. Donc, si on collabore sur un gros projet, c'est-à-dire que typiquement, l'argent que je vais récupérer de ce gros projet me permet peut-être d'avoir moins de ventes parce que je vais faire du Asano, tu vois, et pas du shonen. Et là, immédiatement, avec Anne-Sophie, on est vraiment là-dedans. On se dit, ok, il est là le chemin. Si je vois que quand je lance des trucs, et ça s'est toujours passé, dans ma vie, quand je lance un projet qui ne va pas, il y a un moment, il y a un blocage. Et ça arrive. Et je dis, j'arrête. Tu vois, là, il y a eu des blocages sur Yggdrasil, j'ai arrêté. Le livre dont on est le héros, c'est trop bien. Dice Man, je pense que on va s'y coller. J'ai tout le projet en tête. C'est, voilà. Là, et je vais m'amuser à faire un livre dont le héros, typé manga, mais un livre dont le héros, avec vraiment de la lecture, du choix et tout. Tu vois. Mais par contre, en termes de manga, pas de shonen. Le prochain s'appelle La Grande Ourse, et immédiatement, j'étais sur le chemin du retour, j'étais à Caen, la semaine dernière, toute la nuit, parce que je roule de nuit. Ça a cogité? J'ai cogité, je suis arrivé le lundi matin, j'ai Anne-Sophie, on arrête Dice Man en manga. En fait, je fais pas de shonen. À l'aller, j'ai appelé Lolo, j'ai appelé mon frère et tout, je leur ai dit, voilà, vous en pensez quoi de Dice Man et tout? Lolo, il m'a donné un truc trop bien, il m'a dit, ouais, tu sais, les livres dont les héros, à chaque fois, la feuille personnage, elle est au tout départ, tu sais, au tout début du livre. Il me dit, là, il faut que tu fasses un rabat, et comme ça, on ouvre le bouquin, et on a une fiche perso d'un côté, fiche équipement de l'autre, et on a le livre entre les deux et tout. Voilà, Lolo, il a eu une bonne idée, et nous, on joue au jeu de rôle depuis qu'on a 14 ans tous les deux, donc on a à peu près les mêmes idées avec Lolo. Et je dis, ah ouais, trop bien. Mais à chaque fois, c'est sur ce média-là, livre dont les héros. Quand je dis, ouais, mais si on en fait un manga, oh non, va pas faire un manga, ok. La vie mais mon meilleur ami, j'ai une confiance aveugle en lui quand il est hyper critique. Des fois, il ouvre des bouquins à moi, il fait, ah, c'est moche, ça. Ouais.
Il est honnête. Bush. C'est le rôle d'un pote. Ah bah oui, c'est ça. Mais bon, c'est un sniper. Hein. Et là, il fait pouf. Donc du coup, voilà. Et je dis ok. Donc c'est. S'il dit que c'est moche, et que c'est moche. Tu vois, je remets pas en question. Et là, il me dit en Diceman, livre en euro, oui. Ok. Et voilà. Et sur le chemin de retour, j'étais en voiture et immédiatement, j'ai toute l'histoire qui est venue en tête. Ça s'appelle La Grande Ourse. Et on va suivre un mec qui a perdu sa copine. C'est un début trentenaire. Sa copine meurt dans un accident de voiture. Il est illustrateur et il perd toute joie de vivre et il n'y arrive plus. Donc il est vraiment dans un truc qui est pas ouf. Et juste avant le décès de sa copine, il a posé des flyers de cours de dessin dans l'école d'art à côté de chez lui. Et il y a une nana de 19 ans qui va débarquer en disant bah voilà, je viens répondre à l'annonce. J'ai besoin de cours. Et elle est pétillante et tout, tu vois. Et elle va lui redonner goût à la vie au travers du dessin, au travers de ses cours qui vont faire 1 heure par semaine et comment il va passer son deuil finalement, etc. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Il sort beaucoup plus mature. Mais beaucoup plus mature. Et c'est ça que j'aime. C'est même ça que je lis. Je le vois déjà beaucoup ouais, plus bien mature sûr. que... On va être plutôt sur un tombeau au combat et tout, tu vois, dans cet aspect-là. Et j'ai un bouquin là qui va sortir qui était un flop, là, le dernier flop d'Ulule, qui est mon premier flop à Ulule, qui est Les Cris du cœur, là que j'ai sorti en roman graphique en couleur. Et ben pareil, j'arrête le roman graphique. J'ai compris qu'on m'attendait sur le manga et pas forcément sur la BD. Ok, restons dans le manga, ça m'empêche pas de faire du manga et donc le roman graphique, on le repasse tout en noir et blanc et il sortira version manga là à partir de mars. Je fais un LUL qui commence en mars avec une sortie en librairie pour le coup, mois de mai. Bah tu me diras, on partagera. Carrément. Ça m'amène sur mes 2 questions de la fin, Romain. Ouais. La première qui est assez simple, hein, c'est un film, un livre ou une série ou peu importe, quelque chose à consommer qui a eu un vrai impact sur toi où tu t'es dit ok. Bah, j'ai le droit à citer qu'un seul truc. Je pense que c'était plusieurs. Je peux en citer plusieurs. Bah, le premier était Lovina. Enfin, le tout premier d'ailleurs était Dragon Ball. En termes de dessin animé, c'est un truc qui m'a marqué. Après, en termes de livre, le premier c'était Lovina. Tu conseilles aux gens de lire Lovina? Bien sûr. Bah, bien sûr. Si tu veux, tu peux pas lire du Nisekoi, tu peux pas lire du manga de comédie romantique sans avoir mis le nez dans Lovina. Lovina a donné les lettres de noblesse à 20 ans de comédie romantique. Ouais. Alors maintenant, on peut critiquer Akamatsu, on peut critiquer tout ce qu'on veut. Akamatsu, l'auteur de Lovina, etc. On peut critiquer le fait qu'il y ait des nanas mineures qui sont en petites culottes et tout. Mais c'est la classique japonaise. Ouais, il y a un moment, après on rentre dans un autre débat, mais moi ça m'agace, c'est toute hypocrisie de 2023. Donc si vous voulez pas être là-dedans, arrêtez de consommer du japonais alors, parce que c'est leur culture. Donc allez acheter du manga français et qui est plus prude entre guillemets et plus dans nos mœurs occidentales, mais ne revenez pas mettre en question les mœurs japonaises, tu vois en gros. Bref. Lovina, Dragon Ball. Donc Lovina, Dragon Ball. Inyo Asano. Là, j'ai même pas d'œuvre particulière. Bonne Poon Poon m'a mis une gifle, mais La fille de la plage m'a mis une gifle. Dead Demon. Différent. À lire parce que c'est une réflexion sur Fukushima qui est extraordinaire, tournée à la manière d'Asano. Donc surtout le problème climatique, sur la désinformation, etc. Mais c'est tellement typé japonais. Je pense qu'on passe à côté en tant qu'occidental. Okay. Voilà. Je pense que c'est. On l'a pas. On l'a pas. Je prends un exemple d'Yggdrasil Sentai. Pourquoi Valley, qui parle du terrorisme, fonctionne autant? Parce qu'on a vécu le terrorisme. Ouais, bien sûr. Je pense que Dead Demon, on n'a pas vécu Fukushima, on n'a pas vécu ce que c'était. Moi, j'ai un pote japonais qui m'a expliqué la désinformation au Japon. C'est-à-dire qu'ils expliquaient quand même aux gens que les trucs GGR là, en fait ils étaient bons quand ils étaient tous trafiqués pour pas faire peur à la population, alors qu'en fait ils étaient tous en train de prendre des ondes de ouf, quoi, tu vois, ils étaient tous radioactifs, quoi. Ouais. Donc ils vont, là, à mon avis, dans les 10 prochaines années, ils vont déclencher des cancers de dingue au Japon parce que la désinformation. Voilà. Et Asano parle très bien de ça. Voilà. Donc l'œuvre d'Asano dans sa globalité, puis après en termes de films ou de livres, Le Seigneur des Anneaux, qui me berce depuis des années. Tu continues à le regarder? Tous les trimestres à peu près. Voilà. Là, tu vois, j'ai commandé la version collector là du roman qui sort chez je crois que c'est Bourgeois, avec toutes les illustrations de Tolkien dedans et tout. Enfin bref, le truc qui défonce. Voilà. Donc là, c'est ouf. Voilà. Et puis et j'aimerais terminer en termes de musique. Ouais. Damien Saez, qui est l'une de mes plus grandes inspirations. Pour moi, Saez, c'est le dernier auteur vraiment interprète, musicien français qui valent vraiment la peine. Okay. Voilà. Parce qu'il dénonce? Parce qu'il fait son rôle.
Voilà, je trouve que je vais peut-être terminer là-dessus, mais en France, on manque de couilles. On a des artistes qui ont plus de couilles. Voilà, et on vient quand même d'une époque où on a des Zola qu'on fait des J'accuse, et faut pas oublier qu'on vient de là. Okay. Voilà, on vient de gens qui ont des choses à dire, et à l'heure actuelle, on n'est plus que dans le divertissement, ce que je regrette quand même vraiment fort. Okay. Voilà, mais à la fois, on se fait censurer sinon, donc voilà, c'est très bizarre. Et ce serait quoi ton conseil pour l'auditeur ? Dernière question que je te pose. Pour l'auditeur, consommer du papier, ne pas aller trop sur le numérique. Le papier a encore besoin de vivre, même si je sais qu'il y a un tournant qui sera fait, mais pour moi, c'est lisez du bouquin. Voilà. Et puis lisez, informez-vous, arrêtez les téléphones. Putain, ça c'est la mort, ce putain de bordel. Je suis désolé, je suis très vulgaire sur la fin, mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai des jeunes qui débarquent et qui n'ont plus. Il faut imaginer. Je vais vraiment, du coup terminer là-dessus. Ils font 45 minutes de queue pour avoir une dédicace. Ok, ils arrivent devant moi, ils sont attentifs 20 secondes et après ils sont sur TikTok et ils scrollent. Voilà, arrêtez de scroller. Voilà, soyez avec les gens, soyez dans le moment présent, arrêtez de vous parler par écran interposé, c'est catastrophique. Voilà, moi je regrette je suis peut-être vieux con quand j'ai ça, mais je regrette les années 90, on n'avait pas internet, où quand on s'appelait, on en rigole, mais quand on appelait notre petit ami, on tombait d'abord sur les parents, tu vois, et on disait bonjour monsieur, j'aimerais parler à Machine, tu vois, votre fille, tu vois, avec l'autre qui faisait hey, c'est Romain, tu vois, voilà, ouais. Et voilà, et maintenant quand je vois la difficulté de discussion envers les gens, le matraquage qu'il y a par les réseaux, etc. Moi j'ai dit aux gens lisez, informez-vous, arrêtez d'être dans le binaire, toujours dans la nuance. Voilà, moi je trouve ça fou cette époque, voilà. Merci Romain. Je vous en prie, merci à vous. Et puis à la prochaine. Ouais, carrément. Salut, bye bye. On remercie encore une fois Fraki Ibarra pour son soutien. Pour rappel, le lien de leur site est dans la description et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode de Pain sur la planche.